Personne n'est un expert objectif et légitime, elle non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Salut, moi c'est Candice. Salut, moi c'est Elisa. Aujourd'hui, personne ne nous a demandé notre avis sur les amitiés, les jeux de société et les transports en voyage, mais on va le donner quand même. Premier sujet, entretenir ses amitiés. Je ne sais pas si vous aviez des choses en tête qui vous évoquent tout de suite par rapport à ce sujet. Est-ce que vous arrivez bien à entretenir vos amitiés? Écoute, moi, sachant que j'ai été fille de gendarme, j'ai déménagé assez souvent, donc effectivement, le problème de la longue distance, je pense, c'est déjà le premier frein pour entretenir une amitié ou justement ce qui va te permettre de consolider ou pas cette amitié-là. Donc c'est vrai que j'ai toujours un peu été confrontée à ça, savoir entretenir mes amitiés malgré la longue distance. Ok. Ouais, moi en vrai ça rejoint un peu, mais j'ai aussi pas mal bougé depuis que je suis partie, on va dire, du lycée, et j'avoue que c'est quand même parfois un peu un défi en étant loin. Je pense que ça rajoute quand même une petite complication d'entretenir sa amitié quand t'es loin, pour certaines personnes, que quand t'es vraiment avec eux sur place, quoi. Même sur place, est-ce que au-delà de la distance, il y a d'autres choses qui peuvent un peu freiner ça? Je pense que de toute façon, en grandissant, tu vois, parce qu'on a des amis, je pense qu'on a depuis très très longtemps, et on a tendance à évoluer différemment, même au niveau du milieu social, du travail. Donc après, c'est aussi, puis là, nous, on commence aussi à avoir des amis qui se marient, qui ont des enfants, et c'est réussir à avoir le temps de pouvoir se retrouver entre nous ou pouvoir continuer à discuter malgré ces différences qui commencent à se créer en grandissant. Ouais, et puis je pense qu'au fur et à mesure, tu fais des expériences que certains de tes autres amis n'ont pas, donc peut-être qu'après, tu as un certain décalage avec tes autres amis qui pensent, que je pense que tu n'évolues pas aussi vite qu'eux. Donc ça crée parfois un décalage avec certaines personnes. Puis il peut y avoir, même si la distance des fois est rapprochée, si t'es proche d'un ami, c'est pas pour autant que tu vas peut-être le voir ou la voir souvent aussi. Des fois justement quand t'es trop proche, tu te dis bon vas-y on peut se voir, mais dans les faits, est-ce que tu te vois vraiment beaucoup? C'est ça. Des fois je sais pas. Ouais, la preuve, quand j'habitais à Paris, j'avais d'autres amis que j'avais pas vus depuis longtemps qui habitaient Paris. Finalement, on se voyait plus quand on était plus éloignés que quand on était nous-mêmes à Paris, tu vois. Qu'est-ce qui expliquerait ça selon toi? Les emplois du temps qui concordent pas. Clairement, moi, comme j'étais dans le commerce, je travaillais les week-ends, je travaillais aussi jusqu'à un peu tard le soir. Certaines amies qui ont plus des horaires de bureau. Même les transports à Paris, ça devient très compliqué. Donc même si tu habites Paris, il suffit que tu habites une à l'ouest, une à l'est, tu vas mettre 2-3 heures pour te retrouver. Donc c'est comme si tu avais pris un train pour aller à Bordeaux, donc ça revient au même. Et comment ça se fait du coup que tu arrivais à plus les voir, mais en même temps ailleurs, les emplois du temps pouvaient changer, ou juste comme tu étais loin, tu profitais du fait de voir la personne pour passer plus de temps avec? Ouais, je pense que c'est ça, c'est parce que quand la personne est loin, tu te dégages plus de temps. Tu te dis j'y vais un week-end, j'y vais... Que si la personne est déjà dans la même ville, tu te dis c'est juste une soirée et puis après tu fais ah oui mais j'ai ça le lendemain, j'ai ça. C'est plus compliqué, tu te dégages pas suffisamment de temps pour la personne. Quand t'es loin, souvent tu vas prévoir une date, tu vas fixer un truc, alors que quand plutôt dans la même ville c'est on se voit la semaine prochaine et puis tu décales une autre fois et puis t'as autre chose de prévu. Ça peut sembler un peu radical de dire ça, mais on a tous nos priorités. Donc des fois si t'as envie de faire ton sport, si t'as envie de voir, je sais pas, ta famille si t'habites proche aussi, ou même des amis que t'apprécies plus que d'autres aussi. Donc il y en a peut-être que t'as envie de voir et que t'apprécies vraiment, mais t'arrives jamais à forcément les faire passer peut-être au-dessus des autres choses. Et à l'inverse, peut-être que eux, c'est la même chose pour toi aussi. Tu vois, ils te disent oh, je m'entends super bien avec toi et tout, j'ai envie de te revoir, mais c'est dur de concrétiser l'amitié aussi. Ouais. C'est ça le défi dans une amitié, c'est que faut pas qu'on prenne non plus une amitié comme acquise. Et que finalement, il y a toujours un effort qui en plus doit être réciproque parce que c'est pas toujours à la même personne finalement de faire l'effort. Moi, j'ai eu des amis où c'était comme ça, au bout d'un moment, tu te fatigues juste, tu te dis c'est toujours moi qui fais le premier pas. Et au bout d'un moment, tu te dis tiens, je vais essayer l'autre personne de faire le premier pas, puis la personne ne fait jamais. Et finalement, l'amitié s'épuise d'elle-même, tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas acquis une amitié, c'est vraiment un travail et c'est pas parce qu'effectivement tu fais logiquement, tu fais passer ta famille, ton travail, tu peux les faire passer avant, mais il faut quand même réussir à te dégager du temps pour ces personnes-là si tu veux entretenir cette amitié. Ouais, et puis d'autant plus quand t'es à l'étranger ou loin, y a ce truc de se dégager du temps pour les voir qui est pas tellement possible, donc aussi prendre des nouvelles, même si quand t'es proche de tes amis, tu prends pas forcément des nouvelles tous les jours, t'as ce truc qui fait que la proximité, t'es amené à les voir plus. Donc là, quand t'es loin, il y a ce truc de réussir à prendre des nouvelles, mais c'est pareil, si ça vient que de toi, il faut que ça vienne aussi des autres
Ça, c'est un peu un défi quand t'es loin, de réussir à garder ce truc de prendre l'habitude de demander des nouvelles, qui est peut-être un peu plus compliqué et qui se perd plus parce que notamment là avec le décalage horaire, c'est pas non plus le même rythme de vie. C'est ça. Et encore, là, on est à Montréal, donc ça va, il y a que 6 heures. Mais j'avoue que c'était en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande. Tu peux kiffer ton moment, mais du coup, c'est sûr que c'est un parti pris aussi de se dire que tu les mets quand même de côté, un temps indéfini aussi. Mais comme tu disais aussi, il y a le côté régularité. Comme tu parlais de prendre des nouvelles, même si t'es proche en soi, je pense que entretenir ses amitiés depuis les 20 dernières années, ça n'a jamais été aussi facile qu'avant. Bien sûr. Parce qu'avec les réseaux et tout, tu peux appeler en vidéo, juste en appel, alors que je dis pas qu'avant c'était moins le cas, mais comme en soi, tu avais surtout la relation soit du bouche à oreille, soit par carte postale, c'était moins facile. Ouais, mais là, c'est sûr que les réseaux sociaux, t'as plus vraiment d'excuses pour pas prendre de nouvelles. Et puis, même avec les réseaux, tu peux suivre ce que fait la personne. Ça te permet aussi d'interagir avec elle, de voir ce qu'elle fait. Tu peux garder des sujets de conversation, des choses qui te rapprochent d'elle. Est-ce que tu trouves pas que ça fait peut-être pas l'effet inverse, justement? Ouais, c'est possible. Parce que vu que tu suis, tu te dis, je sais ce qu'elle fait, j'ai pas forcément besoin de me renseigner plus. Ouais. C'est possible aussi. Surtout que, au moins, ça permet, je pense, de garder un bon lien, comme tu dis, de connaître encore les centres d'intérêt, parce que sinon, s'il y a un ami ou une amie t'as pas vu depuis 3 ans, t'es là, tu la revois, à part les banalités, mais du coup, tu sais pas trop sur quel sujet un peu échanger. Mais comme tu vois justement avec les réseaux, qu'est-ce qu'il ou elle fait, t'arrives plus facilement à lancer la conversation, mais t'as moins le côté organique du coup. T'as vu les choses, mais comme t'es pas engagé dedans, c'est plus compliqué d'interagir là-dessus. Après, je pense que pour en venir au fait de prendre des nouvelles et tout, je pense que t'as aussi des amitiés, chaque amitié est différente, mais t'as des amitiés, tu sais que t'as pas besoin d'avoir des nouvelles de la personne toutes les 2 semaines et que tu sais que même si tu rentres 1 an après, ça changera pas et t'as ce truc tu peux la réactiver facilement. Ouais. T'as pas forcément besoin d'avoir des nouvelles tous les mois ou quoi, mais que tu sais que si tu rentres, la personne elle sera là et que ça n'aura pas changé votre relation. C'est comme si vous n'étiez pas quittés. Ouais. Mais ça, c'est rare ces personnes-là, tu vois. Moi, en déménageant souvent, je l'ai vu, je pensais que ça allait être ça et finalement non. Donc je sais que finalement, comme on dit, souvent les bons amis se comptent sur les doigts d'une main. Non, c'est sûr. Il y en a très peu avec qui c'est possible, malheureusement. Ouais. Et puis justement, comme tu dis, le fait de les revoir souvent, sans forcément prendre des nouvelles aussi souvent, ça joue aussi sur le fait quand tu envoies un message à quelqu'un, t'as pas besoin de dire « Hello, comment ça va ?» Tu remets toute ta vie, en gros, le contexte, et après tu demandes un truc, ou alors tu dis « Est-ce qu'on peut s'appeler ? Est-ce qu'on peut se voir ?» ou ça. Donc au moins, c'est un peu ce genre d'amitié, comme tu dis, les 5, que tu peux recontacter, mais sans avoir à mettre tout ton pavé de contexte aussi à chaque fois. Ouais. Non, c'est ça. Puis même, c'est le genre d'amis, tu dis même pas bonjour dans le message, t'envoies juste un truc ou t'envoies juste une série de vidéos comme ça, et puis c'est juste naturel, tu sais, il y a même pas de conversation, c'est juste... Oui, ils vont comprendre. Ils vont comprendre, c'est ça. Ouais, aussi, c'est ça, avec les réseaux sociaux, tu peux envoyer des contenus, des vidéos sans parler, et ça te permet aussi de garder un contact. C'est ça. Mais après, c'est vrai qu'il y en a aussi, moi je sais que j'ai des amis qui sont moins sur les réseaux sociaux. Et effectivement, là, c'est comme on est tellement habitué finalement à être sur Insta, WhatsApp, c'est facile d'envoyer des messages à ceux qui les ont. Mais ceux qui ne les ont pas, effectivement, on a tendance à s'éloigner malheureusement à cause de ça aussi. Et c'est dans ces cas-là où il faudrait dire « Ah tiens, si tu veux garder l'amitié, faut s'appeler, faut faire un effort un peu plus important que juste s'écrire un message WhatsApp. » Puis ça dépend des personnes, il y en a qui sont moins sur les réseaux, mais par contre qui peuvent t'appeler plus facilement aussi, parce qu'ils ont besoin d'un contact plus direct. C'est ça. Au niveau du fait de leur accorder du temps, aussi, comment vous gérez un peu ça, par exemple, que ce soit à distance ou même en présentiel dans une même ville ou une même région aussi. Comment est-ce que vous arrivez à dealer avec votre vie et en même temps entretenir justement les amitiés, mais les plusieurs amitiés aussi en même temps? C'est pas facile. C'est pas facile. Tu réfléchis pas forcément à ça de manière régulière. Et puis je pense que en plus, comme on disait, tu réagis pas tu fais pas les mêmes choses avec les mêmes amis. Après, ça dépend. Comme moi, j'ai un peu des amis partout aussi. Ouais, moi aussi. Et puis, par exemple, tu vas, genre là, mettons quand je reviens de Montréal, je passe à Paris, donc je vais capter mes amis qui sont à Paris et essayer de voir ceux qui sont là et puis genre bouger quelque part d'autre. Quand même compliqué d'être loin et d'avoir des amis un peu partout, mais ce qui fait que ça aussi te pousse si tu veux entretenir l'amitié, ça te pousse aussi à bouger, à aller les voir.
Et puis ce qui fait que tu peux quand même aller un peu partout, mais tu sais que tu auras quelqu'un que tu peux voir. Ça, puis t'as pas besoin du coup de te forcer à aller traîner avec des gens que tu connais pas pour essayer de créer de nouvelles amitiés. Tu sais que tu peux voir des personnes un peu partout aussi. Mais oui, en vrai, je pense que c'est quand même un équilibre entre ta vie perso et réussir à avoir tes amis. Enfin, c'est quelque chose en grandissant que tu peux pas avoir tes amis tous les jours. T'as aussi des choses à côté, donc je pense que c'est un équilibre à mêler les deux, genre ta vie perso et continuer à garder tes amitiés, continuer d'aller voir tes potes, à faire des trucs avec eux. Je pense que c'est quand même... Donc c'est pas comme un travail non plus. Non. Mais ce que tu dis, c'est que c'est quand même un bon investissement de toi. L'énergie, le temps, j'imagine même juste de manière financière aussi, si tu dois te déplacer ou si tu sors avec eux, etc. C'est pour ça qu'il faut que ça vienne des deux personnes, parce que si toi tu t'investis et que tu prévois quelque chose et au final il n'y a jamais de retour et la personne ne revient pas vers toi, je pense que ça essouffle un peu aussi l'amitié. Tu fais plus vraiment le même effort pour essayer qu'avant. Ouais. Et est-ce qu'il y a une chose précise que vous arrivez à voir, genre vraiment que l'amitié s'essouffle ou que ça vient vraiment que d'une personne et pas des deux? Alors j'essaie de réfléchir par rapport aux amitiés que j'ai eues et qui se sont essoufflées, qui étaient des amitiés très fortes quand j'étais plus jeune. Ça s'est même pas essoufflé les premières années malgré la distance, ça s'est essoufflé après. Et je pense que c'est déjà en grandissant, on commence plus à avoir les mêmes intérêts. Donc on commence moins à s'envoyer des messages parce que ça t'intéresse moins, je sais pas, mais quand la personne te raconte sa vie, et tu vois qu'il y a un décalage, c'est plus dans ta façon de penser, ça commence à être différent. Mais ça, c'est vraiment pour les amitiés, je pense, que tu as eues quand tu étais jeune et que, bon, finalement, elles n'étaient pas si intenses parce que moi, j'ai des amies encore actuellement, je suis pas en accord non plus avec tout ce qu'elles font, tu vois, effectivement, on a des personnalités différentes, mais je les accepte. Là, vraiment, je me dis ça, je peux l'accepter, mais après, quand ça devient trop différent, vraiment, tu sens que va y avoir quelque chose à la fin qui fait que l'étincelle est plus là, tu vois. Ouais. Puis même, je pense que tu remarques que ça s'essouffle quand, mettons, tu vois plus la personne et puis tu prends des nouvelles toutes les semaines et puis après c'est une fois tous les 6 mois puis ça devient genre à ton anniversaire seulement. Ouais. Et genre, tu penses que là ça s'essouffle un peu parce que avoir un contact avec une personne toutes les semaines et l'avoir une fois par an, c'est plus non plus la même chose. Tu partages plus autant de choses avec la personne, je pense. Mais de ce que tu disais, justement, le côté les gens peuvent changer aussi, en fonction des choix de vie aussi. Est-ce que c'est pas si mal non plus de voir que les gens évoluent, plutôt que des fois, il y a des gens qui peuvent rester aussi, souvent des fois des personnes que tu as connues à l'école primaire, au collège ou au lycée, tu les as connues à ce moment-là, tu les revois 10 ans après, et en fait, tu dis, la personne n'a pas changé, tu vois. Je pense que, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait un fil conducteur entre vous qui ait fait que vous étiez amis, tu sais, et que vous pouvez rester amis. Mais quand vous commencez à devenir complètement différents et que tu sens que ça s'essouffle parce que l'un et l'autre, vous commencez à plus avoir d'intérêt pour votre personne mutuellement, tu sais que là, de toute façon, ça va casser à un moment donné parce que là, les personnes deviennent trop différentes et il n'y a plus ce fil qui vous relie, tu vois. Ça peut être l'école, le travail ou une activité, une relation, des fois aussi entre les deux, que toi t'es plus en contact avec une personne précise qui faisait le pont entre deux personnes et du coup ça t'empêche un peu de voir l'autre aussi. Là c'est pareil, quand on parlait de l'entretien des amitiés, là je vais un peu dire que c'est ma faute, à toutes mes amies, elles se reconnaîtront, c'est qu'on a un groupe d'amis sur WhatsApp où c'était vraiment les amis du lycée et quand on sortait c'était tout le temps ensemble, etc. Mais là effectivement on a pris chacune un chemin de vie, on a chacune notre vie, mais on reste en contact, on essaie de se retrouver une fois par an dès qu'on peut. Mais le souci, c'est que dans ces moments-là, on a tendance juste à se reposer sur le groupe d'amis. Et que vraiment, pour entretenir cette amitié-là, il faut aussi, je pense, prendre du temps avec chaque individualité du groupe. Et ça, je sais que j'ai tendance à pas le faire, tu vois. Je me repose trop sur les discussions du groupe et je vais pas suffisamment prendre de nouvelles de chaque personne individuellement, tu vois. Je connais pas ces personnes, mais je pense que ça dépend aussi de toi et de la relation que tu as avec ces personnes-là. Peut-être que tu apprécies le fait de passer du temps avec le groupe, mais que tu n'as pas suffisamment d'affinité profonde avec une personne pour vraiment vouloir aller plus loin avec. Non, parce que si, j'ai toujours eu de l'affinité avec vraiment toutes ces personnes. Okay. Tu vois, on a déjà fait des choses juste à deux, on s'est retrouvés à deux quand ça a coïncidé, une était dans telle ville. C'est juste, moi, je sais,
c'est pas bien, voilà, il faut que je le fasse, donc ouais. C'est ça, donc ça vienne des deux, dans l'amitié t'es deux, donc faut que ça vienne, je pense, des deux personnes. Ouais. Pour garder une relation saine, en tout cas. Oui. Après, ça peut aller plus ou moins, comme tu disais tout à l'heure, suivant les niveaux d'amitié, vraiment meilleur ami, connaissance un peu de loin, ou ami que tu vois souvent aussi. Mais au moins pour que ça reste sain et équilibré aussi. Ouais. Et comment est-ce que vous réussissez justement, une fois que ça, on va dire, c'est fait, à démontrer votre amitié? Est-ce que c'est plus avec du temps de qualité, avec des attentions matérielles, avec, je sais pas moi, des efforts sur des choses, des projets construits ensemble? Alors moi déjà, le côté matériel, je le mets complètement à part parce que c'est facile finalement de donner des choses, de mettre de l'argent, et juste limite pour se débarrasser en mode j'ai pas de temps donc je fais ça. Tu sais, c'est comme si je sais pas, l'exemple des parents divorcés, ils ont pas de temps finalement avec leur enfant et tu te débarrasses en lui donnant des cadeaux, ça va suffire. Donc pour moi le côté matériel, non, mais c'est vraiment le côté se dégager du temps, je pense. Que ce soit juste même du temps pour écrire un message, un appel, ça peut être pas forcément long, mais juste faire l'effort de se dégager ce temps-là pour cette personne-là. C'est, je pense, Ouais. Moi aussi, je te rejoins. Je pense que je préfère privilégier le temps, même si en vrai, j'exclus pas forcément un cadeau, un truc comme ça. Ça peut me faire très plaisir d'offrir un cadeau à une amie. Plus, ouais. Mais ouais, je pense que privilégier le temps parce que tu crées quand même un moment, un souvenir, quoi. Alors qu'offrir un cadeau, bah, ça fait très plaisir, mais d'offrir, mais tu t'en souviendras pas. C'est sur plus le moment donné, quoi. Ouais, c'est l'aboutissement du souvenir. Peut-être que tu passes un moment avec, n'importe quoi, que tu fais un super voyage au Japon, puis tu vas lui offrir un souvenir là-bas, et après ça va vous remémorer ce souvenir-là aussi. C'est ça. Plus que vraiment juste l'objet en lui-même, c'était juste le voyage, finalement, l'expérience que vous avez partagée ensemble qui est le plus important. Ouais, et puis vraiment privilégier un moment de qualité, même si c'est plus rare, genre de prendre le temps de voir cette personne qui va plutôt entretenir l'amitié. En plus, le temps, après ça fait un peu cliché de dire ça, mais en soi, ça vaut plus que ton argent aussi. Oui. Parce que tu peux pas le rattraper non plus. Donc, et comme on le disait tout à l'heure aussi, je sais plus lequel d'entre vous le disait, mais il n'y a pas de... rien n'est acquis. Donc tu peux passer un an H24 avec une personne, si tu la vois pas sur les 3 prochaines années, après l'amitié, et qu'il n'y a pas d'entretien, elle va quand même commencer à décliner aussi. Donc même si à un moment l'amitié elle est très très forte et très très entretenue, c'est pas pour autant qu'elle va durer longtemps non plus. Ouais. Après, il y a quand même, pour moi, un peu un truc de quelque chose qui est aussi naturel quand, par exemple, t'es dans un pays avec une personne et que tu connais cette personne, t'es qu'avec elle, forcément, tu vas être beaucoup plus proche d'elle. Et quand tu vas t'éloigner ou être dans un autre cadre, tu vas te rapprocher d'autres personnes et tu n'auras plus forcément le même centre d'intérêt que quand tu vis avec cette personne. Donc, qu'est-ce qui peut te garder en lien avec cette personne, même si tu as moins ces choses communes. Je pense que même si t'es moins proche, ça veut pas dire que vous êtes plus amis, mais il y a aussi quelque chose de naturel de quand t'es proche physiquement de la personne, de partager plus de choses avec elle. Et ce truc naturel d'un peu vous éloigner sans qu'il y ait rien, mais juste ce truc naturel avec l'éloignement physique d'être un peu moins proche. On pourrait dire, même si ce serait pas peut-être pas le bon mot, mais t'as des amis du moment. Des gens que tu vois plus, des dynamiques plutôt, des gens que tu vois plus à certains moments, mais sans dire qu'ils sont mieux ou moins bien que d'autres, mais des gens que tu vois plus parce que, comme tu dis, les opportunités, etc., ou même le temps, et d'autres que tu vas plus voir plus tard, et d'autres que tu vas moins voir aussi. C'est pour ça, un peu comme on parlait tout à l'heure, mais le cliché un peu des potes du lycée, parce que souvent, tu vas plus les voir à un moment donné, toi tu travailles pas à côté, t'es juste chez tes parents, t'as juste les devoirs, les petites choses du lycée, mais en soi, une fois que t'as goûté au monde du travail, c'était quand même chill à cette époque. Ouais. Donc t'as plus de temps à passer ensemble aussi. Donc c'est pour ça que souvent c'est des amitiés fortes, mais qui restent peut-être pas après aussi fortes, je veux dire. D'ailleurs, je sais pas, c'est peut-être une question comme ça, mais pour vous, justement, les amitiés que vous avez le plus gardées, c'est de quelle époque, finalement ? Celle qui... Moi, mon groupe de potes, quand c'est mon groupe de potes du lycée, donc forcément, t'as des gens qui sont éloignés, on n'est plus autant, mais tu vois, c'est par exemple des gens là qui je vais pas parler tous les jours ou on va pas se demander des nouvelles tous les jours, mais quand je sais que là je rentre, c'est ces personnes que je vais voir et... C'est ça. Ouais, après j'ai gardé quelques potes d'enfance que je connais depuis très longtemps et je sais pareil, genre on se parle pas, on n'a pas besoin de se demander des choses, mais on se connaît depuis tellement longtemps que je sais que quand je vais rentrer, genre c'est ces personnes que je vais avoir envie de voir. Ouais, je dirais l'époque du lycée. Ouais. Donc moins des personnes entre deux, entre guillemets, d'études ou de travail, pour l'instant c'est encore un peu trop frais pour
C'est une grosse relation pour toi, tu veux dire? Non, parce que en vrai, je suis partie en Erasmus, genre en début de ma licence. Et genre, tu sais, c'est quand même des... Même si tu connais tes potes de lycée depuis plus longtemps, Erasmus, c'est des gens avec qui tu vis tous les jours pendant 6 mois, que tu crées un vrai truc. Et pour moi, genre, les relations, les amitiés Erasmus, c'est genre quand même aussi hyper fort. Parce que c'est des gens avec qui t'as partagé énormément de choses. C'est peut-être les gens avec qui t'es parti la première fois et aussi c'était leur première expérience. Et genre, tu grandis ensemble. Moi, je dirais que pour les études, j'en ai pas gardé énormément, mais après, c'est toujours compliqué. Moi, j'en ai gardé finalement de Martinique, mais parce qu'on était vraiment en plus petit groupe aussi. Ça faisait vraiment plus petite classe. Ok. Quand t'arrives dans des grands amphithéâtres à Paris, c'est plus la même chose. Donc c'est beaucoup plus difficile de se faire des relations, et je pense que de cette époque-là, j'ai gardé une amie sur mes 10 ans d'études longues à Paris. C'est pas grave pour quantifier ça, tu vois, il suffit que t'aies une seule très bonne amie. Non, mais et exactement. franchement, C'est ça m'a suffi. est-ce que vous pouvez sentir des fois dans les amitiés, même si c'est pas conscient comme j'en parlais tout à l'heure, mais un genre de priorisation entre les personnes, comme on disait, est-ce que t'as le temps de voir plus une personne ou telle autre personne? Des fois juste t'as ta semaine de travail et en soi le week-end c'est que 2 jours. Qui tu vois, et même si c'est fait, je disais de manière inconsciente, mais comment est-ce que vous vous dites, bon tiens, je vais voir telle personne plus qu'une autre? Bah déjà là, je vais dire, sur un week-end, si j'ai besoin de voir des amis, ça sera les amis que j'ai ici à Montréal, ça sera forcément plus simple. Mais si je dois dégager du temps après pour mes amis qui sont en France ou ailleurs, est-ce que j'ai besoin de les prioriser? Je sais pas. Peut-être, je sais que celles qui ont besoin d'avoir plus de contacts, je vais quand même leur envoyer un message plus souvent. Celles où je peux rester sans contact pendant 2 mois et puis t'envoies un message où ça reste pareil. Je sais qu'elles ont moins besoin de contact, donc ça sera pas grave. Et après, il y a aussi, je pense, c'est juste en rapport avec une situation, quand t'as un ami ou une amie qui va pas bien, à un moment donné, prioriser quand même celle-ci, parce que tu sais qu'elle est sensible à ce moment-là, elle a besoin que tu sois là, donc lui donner plus de temps, parce qu'effectivement, elle a besoin de soutien. Est-ce que tu ressens ça aussi? Ouais, puis même, je pense que si par exemple t'as le choix entre d'aller voir 2 amis et puis tu expliques à ton ami, tu dois aller voir ton ami qui va pas bien, bah généralement l'autre doit aussi comprendre que l'autre a besoin de toi, donc même si c'est pas question de prioriser ou l'un que tu préfères, bah juste cette personne a besoin à ce moment-là de toi, et puis l'autre tu la verras soit le lendemain, soit la semaine d'après, mais en soi... Je pense que l'autre personne peut aussi comprendre. Ça peut arriver que chacun peut être bien ou pas bien, mais ça peut aussi te rapprocher encore plus avec la personne, plus que ce que vous avez peut-être jamais fait auparavant aussi. Ouais, et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est aussi, je pense, une des bases si tu veux continuer à entretenir une relation saine. Si la personne n'est pas bien et que ton ami ne t'envoie pas de message pour prendre de tes nouvelles, si toi, justement, t'es pas bien, et il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que tu vas juste te poser question, est-ce que cet ami, finalement, me considère comme une personne importante dans sa vie? Parce que moi, actuellement, je vais pas bien, il prend pas de nouvelles de moi. T'as juste besoin, tu sais, pareil, d'un petit message en mode « Oh, est-ce que ça va? Est-ce que... » Enfin, tu vois, justement, quand t'es pas bien, t'as besoin que tes amis soient là, même juste un petit contact. Et je pense que c'est une des bases pour garder une... Ouais, sinon tu peux vraiment te poser la question. Genre la personne te considère autant que toi tu la considères, et c'est ce qui peut aussi essouffler une amitié. Ouais. Et toi, tu peux peut-être t'attendre aussi, sans que ce soit conscient encore une fois, mais à avoir un retour aussi, peut-être pas de la même personne, mais quand toi tu es pas bien aussi, plutôt que forcément écrire à tout le monde en disant « Hey, je suis pas bien, est-ce que vous pouvez venir passer du temps avec moi pour me faire oublier telle ou telle chose ?» tu vois. C'est ça, puis quand t'es pas bien, c'est pas le genre de message, t'as pas envie non plus de le crier sous tous les toits, t'as juste envie finalement de le dire personnellement, je suis pas bien à ce moment-là, est-ce qu'on peut se parler? Les attentes aussi, je pense que c'est ça qui font qu'il y a pas mal d'amitiés qui s'essoufflent, c'est qu'on finit par pas avoir la même attente envers l'autre. Ça bloque, je pense, ça bloque certaines personnes. Je sais qu'il y en a qui sont très demandeurs de contact, il faut s'appeler très souvent, et qu'au fur et à mesure, ça va s'essouffler parce que toi, t'es pas capable de lui donner la même chose en retour. Donc je pense que pour avoir une amitié durable, faut justement te dire, ok, on n'a pas les mêmes attentes, mais il faut qu'on arrive à se comprendre, qu'on communique et qu'on comprenne que l'un et l'autre, on fonctionne pas de la même façon, mais qu'on s'aime quand même. Ouais, c'est ça, tu peux être différent et être ami et ne pas avoir besoin des mêmes choses pour entretenir ton amitié, mais ouais, je pense qu'il faut aussi genre de la compréhension et comprendre que l'autre n'a pas forcément le même besoin d'attention que toi. Et du coup, est-ce que le meilleur moyen pour ça serait pas justement de le communiquer explicitement à l'autre personne, même si, suivant le stade de l'amitié, ça peut être dur
l'expliciter, je veux dire. Tu sais, si tu viens de rencontrer quelqu'un, tu te dis, oh tiens, ça peut être une bonne connaissance, puis après tu fais quelque chose avec, tu te dis, oh, ça peut être un ou une bonne amie, et direct lui dire, oh, je t'aime trop, est-ce que, vas-y, ça te va si on s'appelle tous les jours? Mais tu sais, sans que ce soit toxique non plus, je veux dire juste dans un sens positif, mais si on se voit tous les week-ends, tu vois, du coup, est-ce que si tu l'explicites, ça peut être bien de communiquer, mais sembler trop? Bah, je pense que si tu vois, tu l'explicites à un ami et que bah, pour toi c'est trop, faut être aussi capable de le dire. Bah, je comprends que ça te fasse plaisir qu'on s'appelle toutes les semaines, mais moi c'est pas mon rythme, Okay. je n'ai pas autant besoin, donc peut-être qu'on peut le faire une fois toutes les 2 semaines. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu pour convenir aux deux. C'est ça, mais de toute façon je pense qu'il faut le dire, parce que comme dans un couple, hein, ça reste un couple finalement d'amis, le principal problème c'est le manque de communication, donc finalement juste le dire, ça va régler déjà beaucoup de problèmes. Ça peut peut-être aussi te faire gagner du temps sur la suite. Si tu vois que déjà juste pour la communication comme ça, l'autre personne n'est pas réceptive à ce que tu vas lui dire ou juste elle t'écoute pas et qu'il n'y a pas grand-chose qui change, bah peut-être qu'en fait tu vas dire ok, j'aime bien cette personne mais elle m'écoute pas donc je vais pas avoir envie de m'investir plus dedans non plus. Ça revient un peu avec ce que tu as dit, mais il y a des gens qui peuvent te faire du bien aussi. L'amitié, c'est comme tu disais, le fait d'aider des fois quelqu'un qui se sent pas bien, s'il n'y a pas un mauvais moment à passer, mais ça peut te faire du bien aussi de voir une personne plus qu'une autre, ça peut te sortir de ton quotidien, ou juste si tu partages une passion avec aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez des fois, juste le fait de voir une personne, comme on disait tout à l'heure, sans qu'il y ait de transactions financières ou autre chose, juste tu vois quelqu'un, tu dis ah, cette personne elle m'a fait du bien. Ah oui, clairement, mais je pense que c'est aussi un peu ça quand tu commences une amitié, je sais pas, ça peut être un coup de foudre amical ou c'est en mode ah tiens, cet idiot là, bah j'ai décidé que ce soit mon ami idiot pour toute la vie, tu vois, parce qu'on est idiot pareil. Et il y a une espèce de, oui, je sais pas, de coup de foudre amical qui fait que effectivement normalement, bah pour toute amitié, je pense, si tu la gardes suffisamment longtemps, même ça peut être une amitié récente, mais où ça matche tellement bien, dès que tu vois la personne, ben t'es censé être bien. Si effectivement tu vois une personne et que juste à l'idée d'aller la voir, tu te sens pas bien, il faut parler. Faut parler. Mais ça aussi, tu te prends trop la tête aussi pour organiser le rendez-vous. Tu te dis, oh, on s'appelle, oh, on le fait tel jour, telle heure, puis en fait, chacun, il y a 2 jours de réponse entre chaque message. Ça peut sembler un peu lourd aussi pour toi si tu portes la charge mentale du couple d'amitié. Même sans ce que tu disais, sans prioriser, pourquoi avoir envie de voir une personne plus que l'autre. Mettons si t'as passé une mauvaise journée et tu sais que t'as cette personne que tu sais forcément que tu vas rire, bah, c'est peut-être elle que t'as envie d'appeler et dire j'ai passé une mauvaise journée, je sais que je vais rire avec toi. C'est ça, t'as peut-être l'ami qui sera plus adapté à toi, suivant certains moments aussi, l'énergie de la personne, l'humour, tu disais, aussi des fois juste la passion que tu peux partager avec. Justement, quand la relation est pas saine alors, et qu'on a explicité ses envies ou ses besoins, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous lâchez prise de manière un peu graduelle, c'est-à-dire ce que tu disais au début t'envoies des messages tous les jours, après t'attends toutes les 2 semaines, tous les mois, etc. Ou alors est-ce que vous êtes plus à expliciter vraiment, à dire bon là c'est un peu compliqué, j'ai du mal à voir un peu où on va, vas-y on arrête l'amitié comme ça. Tu veux dire à le communiquer à la personne? Ouais. Non, moi je dirais que si je prends des nouvelles et puis que ça s'essouffle et que ça vient que de ma part, bah je pense que je vais arrêter, genre sans en parler, je vais juste me dire bah j'ai plus le temps pour ça et c'est pas grave quoi, mais ce sera toi avec toi-même et pas forcément avec l'autre personne. Je vais lui dire en mode bah écoute, je t'enverrai plus de nouvelles, enfin je te demanderai plus de nouvelles ou quoi, non ça je vais pas faire, mais juste si je vois que je te demande des nouvelles et puis le mois d'après c'est encore moi qui reviens, et au final la personne n'est pas réceptive, bah juste je vais me dire bah je lui envoie plus de messages et puis voilà. Ouais c'est ça, je pense que les amitiés, il y en a beaucoup qui s'essoufflent naturellement. Ouais. Elles se cassent, mais d'elles-mêmes, tu sais, il n'y a même pas juste à dire bon bah salut, on n'est plus amis. C'est ça. Ça se fait pas comme ça, c'est juste tu prends plus de nouvelles et puis au fur et à mesure, il y a plus de contact. Après, sur des amitiés où je pense qu'ils deviennent très toxiques, si la personne va vraiment pas bien et que tu sens qu'elle t'entraîne avec elle. Après, là, je pense que ça va dépendre. Si ça reste une très bonne amie qui est juste, tu sais juste que c'est une phase passagère, lui faire comprendre que, écoute, je peux être là pour te soutenir, mais là, actuellement, émotionnellement, ça devient compliqué pour moi aussi de te gérer toi. Ça, il faut le dire, tu vois. Mais il faut pas non plus mettre fin forcément à l'amitié tout de suite. Il faut voir comment ça va après, mais réussir quand même à s'éloigner quand tu
commences à sentir que ça devient toxique. Donc vraiment quelque chose de flagrant. Ouais. Et pas juste, comme tu disais, un peu un éloignement très tranquille. Ouais. Parce que en vrai, tu peux avoir un ami à un moment donné et l'éloignement il va être naturel sans qu'il y ait d'animosité et puis l'amitié elle s'est essoufflée parce que soit vous avez plus les mêmes centres d'intérêt, soit il y a plus d'attention envers les deux. Mais quelqu'un qui va faire un burn-out, une dépression très intense, bien sûr qu'elle a besoin de soutien, tu vois, mais elle commence à finalement à donner du négatif à tout le monde autour d'elle et même toi qui es là pour le soutenir, ça commence à devenir pesant. Donc juste être là, mais faut pas non plus rentrer, je pense, à fond parce que tu vas juste dans le gouffre avec elle aussi. Elle va devenir ton centre d'intérêt alors que c'est censé être une amie ou un ami. Enfin, vous êtes censé avoir une relation saine et là, ça devient nocif presque. Donc réussir à s'éloigner un peu, mais tout en lui faisant comprendre que, écoute, là, t'es pas bien, mais t'es aussi en train de me faire du mal à côté. Donc je suis là pour te soutenir, mais... Ça pas que tu sois rongé non plus par ces problèmes. Ouais, c'est ça. Parce que t'as quand même tes problèmes à toi, t'as ta vie aussi. Puis quand tu parles de dépression, tu peux pas épauler une personne non plus qui est dans une phase de dépression. C'est pas non plus ton rôle, même si en tant qu'ami, tu peux l'épauler, l'aider, mais c'est pas à toi de tout prendre non plus. Et comme on dit au début, aussi, du coup, il faut qu'il y ait l'équilibre. Si toi, tu lui donnes beaucoup parce que l'autre, elle est pas bien, c'est top aussi. Mais si ça devient trop jusqu'à un certain point, bah, entre guillemets, toi, t'as pas la part que tu dois recevoir non plus. Exactement. Donc ça peut faire le déséquilibre. Et ce que tu disais aussi, c'était intéressant parce qu'au moins, tu lâches les choses de manière un peu dégressive et tu te casses pas la tête à juste prendre ce qu'il y a à prendre avec telle personne. Comme tu dis, si telle personne, tu la voyais beaucoup parce que y avait quelque chose qui vous unissait, à un moment, c'est plus le cas. Bah, le moment où tu vas la revoir, tu seras quand même content de revoir la personne, même si... malheureusement, les choses de la vie ont fait que vous vous êtes séparés à un moment donné. Quand tu vois, quand ça vient de toi, t'envoies le message et puis tu sais qu'il n'y a pas de retour, ça veut dire aussi peut-être que la personne en face n'a plus non plus autant d'intérêt pour toi, donc t'as plus autant envie de prendre ton temps pour cette personne, sachant que peut-être qu'elle en face non plus. Peut-être que, pareil, je lui apporte pas ce qu'elle veut, ou elle s'est dit pareil. Puis des fois, une personne avec qui tu t'entends très bien un instant court aussi, n'importe quoi, mais tu sais, souvent, quand t'es des fois jeune, tu vas en colo, tu fais des vacances en famille avec des cousins éloignés ou des amis d'amis. Des fois, tu peux super bien t'entendre avec des gens et tu te dis « Oh là là, c'est incroyable !» Puis après, quand tu te revois, c'est plus pareil. En fait, tu te rends compte que c'était surtout une amitié du moment. C'est ça. Mais que par la suite, la personne n'a pas grand-chose à t'apporter. Et toi, tu te reconnais plus trop, comme tu disais tout à l'heure aussi, dans les valeurs de la personne. Ouais, c'est pour ça que non plus, faut pas forcer. Ça peut être naturel d'avoir un ami à un moment donné. Et puis... la relation s'essouffle et c'est pas si grave, quoi. C'est ça. Quand tu dis forcer, ça me fait penser justement un peu au côté stalker la personne, justement, et vraiment être très attaché à ça pour pas la laisser partir, justement. C'est là aussi que ça peut devenir un peu toxique. Puis après, je pense qu'il y a certaines personnes qui, peut-être à un moment donné dans leur vie, ont aussi besoin de recul, sont moins là. Et ça aussi, je pense qu'il faut le comprendre. Ça peut être un événement, une relation, enfin n'importe quoi, mais... genre aussi pouvoir laisser l'espace à la personne qu'elle veut sans se dire que forcément elle t'aime plus ou quoi, mais juste à ce moment donné elle a plus autant de temps à donner ou genre elle a autre chose. Et genre faut être capable de comprendre que t'es pas forcément la priorité de la personne sans que ça soit malsain ou qu'elle t'aime plus, mais elle a autre chose de plus pesant ou genre de plus... C'est ça, puis que même si des fois c'est dommage parce que tu vois que telle ou telle personne, tu peux construire un projet, tu peux vivre des bonnes expériences avec, mais que on a tous des choses dans la vie qui arrivent et que, comme je te disais, des fois c'est pas grave. Il y en a qui priorisent plus leur famille, d'autres plus leurs projets perso, leur taf, leur relation de couple ou autre, ce qui fait que ça peut t'éloigner aussi de la personne, même si vous auriez pu faire des choses incroyables ensemble aussi. Et puis d'ailleurs, si on a des relations amicales bien entretenues, ce serait dommage de se priver de faire des jeux de société ensemble quand même. Alors abonne-toi pour ne surtout pas louper tous les épisodes qui vont venir, donc sur YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Music. Et dis-nous quelle est la plus grosse difficulté que tu rencontres pour entretenir tes amitiés. J'ai juste noté une petite définition, comme ça peut nous lancer. Alors la définition très basique, ils disent qu'un jeu de société, c'est une activité sociale, ludique, structurée par des règles qui se pratiquent à plusieurs. La conception de certains jeux permet toutefois de jouer solitairement. Donc en gros, ils disent que c'est pas juste avec d'autres personnes, mais que ça marche aussi tout seul. Est-ce qu'il y a des éléments de cette définition qui vous évoquent un peu des éléments un peu globaux qui peuvent structurer pour vous qu'est-ce qu'un bon jeu de société ?
Alors moi déjà, si on parle de jeux de société, je suis pas du genre à jouer toute seule. Que ce soit un jeu vidéo, je peux jouer toute seule, mais un jeu de société, et je sais pas. Pour moi, un jeu de société, vraiment, c'est un moment de partage. Ouais, moi, dans la définition, je dirais aussi ludique. Enfin, je pense que quand tu fais un jeu de société, le but est de passer un bon moment, de t'amuser. Que tu fais pas un jeu de société pour passer un mauvais moment généralement. Donc comment vous définiriez votre jeu de société idéal alors? Déjà, je pense que ça va dépendre. Parce qu'on n'aime pas tous les mêmes, forcément, jeux de société. Il y en a qui aiment les jeux de stratégie, d'autres qui aiment plus, par exemple, des jeux en coopération où vraiment on joue tous ensemble contre le jeu. Après, ça va dépendre de ton moment aussi, je pense. Tu veux pas jouer au même jeu selon le même moment, avec les gens avec qui t'es. Pour moi, un bon jeu, ça va surtout être un jeu qui a une bonne, ce qui s'appelle rejouabilité. C'est-à-dire que je vais m'amuser à chaque fois que je vais rejouer à ce jeu. Je sais que ça va être un bon moment et que je vais jamais vivre la même expérience avec ce jeu si je suis avec des personnes différentes ou autres. Ouais, moi je rejoins un peu ça. Je préfère me dire que c'est un jeu, peut-être la partie va être plus courte, mais je sais que je peux faire 12 parties dans la journée ou même rejouer le lendemain. Et je vais toujours autant aimer ce jeu que me dire je vais faire une partie et puis je sais que j'ai pu rejouer pendant des mois. Et unir un peu toutes les personnes différentes aussi. Et aussi, comme tu disais, souvent les jeux les plus rejouables, si tu veux jouer plein de fois dans la journée, ça peut être des jeux assez universels aussi. Je sais pas, là en tête en soi, je sais pas si on peut le considérer comme un jeu de société, les échecs, mais tu peux avoir le Uno, tu peux avoir plein de jeux de cartes aussi, comme c'est facile à transporter. C'est sûr que tu te casses pas la tête à lire un manuel de règles à chaque fois non plus, tu les connais puis tu envoies les... Ouais, c'est des parties qui sont rapides, qui sont courtes, tu sais que tu peux en faire plusieurs. Exactement, parce qu'il y a des bons jeux qui durent longtemps. Je suis d'accord que, ne serait-ce qu'au niveau de la concentration, une partie, moi je préfère quand même les jeux où vraiment... peut-être aller 30-40 minutes maximum, et sur des jeux qui sont beaucoup plus longs, où on va sur des 2 heures de partie, et c'est dur. Tu sais 2 heures encore, ça passe vite. Mais tu sais qu'il te faut qu'il te faut la soirée, qu'il te faut un moment. C'est pas un jeu que tu peux faire rapidement. Dans un moment convivial à la plage, quelque chose comme ça, tu vas pas emmener un jeu qui dure 2 heures. Ça peut convenir à certains moments, plus que d'autres. Peut-être que l'hiver, comme tu sors moins, tu as peut-être envie de te dire bon vas-y, je me pose et on fait cette campagne de tel jeu, ou alors on fait un gros jeu avec toutes les extensions. Donc qu'est-ce que vous aimez le plus de manière personnelle? Est-ce que vous aimez plus des jeux solo, compétitifs, en coopération, en équipe, collaboratifs, tactiques? J'aime beaucoup les jeux de coop. J'aime vraiment ça, mais après j'aime aussi quand même les jeux compétitifs. Ça peut dépendre de mon mood. Je peux alterner dans une même après-midi les deux, comme ça au moins tu fais pas que de la coop, tu vois. Mais je pense que c'est ceux que je préfère. Je suis pas forcément très tactique. Là, on a récemment acheté un jeu et je pensais que ça allait me plaire. Mais même si j'ai beaucoup d'imagination, il te demande de créer presque tout le scénario du jeu. Et c'était trop compliqué. Je me dis, moi, je veux jouer et juste devoir créer toute l'histoire. C'est trop pour moi. Et finalement, le jeu, on l'a laissé tomber, on n'y rejoue plus, tu vois, parce qu'il fallait qu'on invente cette histoire juste à partir de cartes. Et tu vois, ça a fait un petit blocage en mode, oui, j'ai de l'imagination, mais là, j'avais pas envie de créer mon jeu, tu vois. Là, sur le moment, je dis non, j'ai pas envie d'imaginer toute l'histoire du jeu. J'avais plutôt envie de me laisser porter par le jeu. Ouais. Puis souvent, quand t'achètes un jeu, tu t'attends à ce que la trame soit faite et que tu la suives et que ce soit pas toi non plus de... C'est ça, que là, ça demandait vraiment... que ce soit toi qui imagines tout le reste du jeu. Déjà, quand la trame est faite, c'est déjà pas si évident des fois d'aller au bout du jeu aussi et de rentrer dans l'univers. Non, c'est sûr. Mais moi, je te rejoins un peu, j'aime bien les jeux qui sont autant collaboratifs que même des fois compétitifs. Après, j'aime bien, je pense, les jeux de tactique, genre Unlock, les jeux d'escape game et tout. Même que là, tu vois, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit, mais la partie, elle dure 1h30. C'est très long, mais genre, ça passe vite. Ouais, tu peux te poser des questions, tu dois quand même réfléchir, et puis t'as quand même ce côté collaboratif, en étant plusieurs que souvent tu trouves. Et pour la rejouabilité, justement, je me posais tout à l'heure quand on parlait, je pensais justement à ce genre de jeu. Est-ce que c'est assez rejouable? Non, pas du tout. Non, généralement, quand t'as fait... moi, je sais que des amis avaient le jeu, et t'as 3 escape games, mais une fois que tu l'as fait, sauf si tu rejoues dans 1 an, si tu le fais le lendemain. Tu auras peut-être un peu moins la surprise. Tu vas pas te souvenir de toutes les cartes, mais certaines les jeux, choses, mais tu vas remettre. Tu auras moins la surprise. Tu connais le dénouement. Je sais qu'ils en vendent à l'unité aussi, mais c'est pareil, c'est un jeu que tu joues une fois. Surtout que ce fait que dans un groupe, des fois, je sais pas, entre 3-5 personnes, il y a une personne qui l'ait déjà joué, et c'est mort. Je pense que ces jeux, ils sont bien, mais
Je pense que c'est un peu, depuis quelques années, le paroxysme un peu de la mode des jeux de société, où tout le monde fait son jeu de société et où il y en a vraiment sur tout et n'importe quoi, ce qui est trop bien, parce que tu peux vraiment trouver ton bonheur. Mais comme tu viens de nous le dire avec l'exemple du tien aussi, il y a plus d'écrémage à faire, tu vois. Il y a beaucoup de jeux, donc il faut vraiment en tester beaucoup avant de trouver celui qui va te faire kiffer. Et je pense que les jeux qui sont adaptés des escape games, c'est bien, mais considérés, mais pas dans la catégorie jeux de société, tu vois. Peut-être une catégorie à part avec presque les jeux de rôle aussi, tu vois, qui sont... C'est sympa, mais c'est pas vraiment dans le jeu de société. J'avais noté 5 éléments pour définir ce qu'est un bon jeu de société. Par exemple, le premier, j'avais noté un univers qui doit être bien défini et facilement compréhensible et identifiable. Sans parler de points, de règles ou autres, mais juste le côté, je sais pas si tu joues à un risque, tu sais que c'est vraiment un univers en mode Napoléon, la guerre, puis la carte, elle est très à l'ancienne aussi. Si tu joues à un Uno, tu sais que ça va être un univers très dénaturé, juste des chiffres, des couleurs, puis c'est tout, l'univers du Uno. Loup-garou, tu vas capter tout de suite l'univers, mais au moins que quand tu vois la boîte, quand tu vois les cartes ou les personnages, tu rentres directement dans l'univers. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle aussi ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ton jeu, comme tu dis, il faut qu'il soit cohérent. S'il commence à partir dans tous les sens, tu vas perdre les joueurs, en fait. C'est sûr et certain. C'est comme quand tu lis un livre et que ça commence à partir dans tous les sens. Non, t'as vraiment besoin d'être dans ton univers, d'être plongé dedans. Donc oui, je pense que c'est pour un bon jeu, t'es obligé... Même ce que tu disais, le visuel, je pense que c'est aussi important, genre comme un livre, tu vas être attiré un peu par la couverture. Je pense que c'est pareil, un jeu, il faut qu'il te donne envie par les visuels. C'est genre l'atmosphère, le fait de les personnages, les cartes, que ça soit en accord avec le thème du jeu, je pense qu'aussi c'est un bon élément. Je pense que c'est très à la mode justement maintenant ces jeux de société qui sont très visuels avec des très belles cartes où c'est vraiment on fait appel à des artistes pour dessiner le jeu. Je pense par exemple à Dixit qui est vraiment finalement des cartes et ils font appel à des artistes différents avec des univers différents selon les cartes et t'as même plusieurs collections et c'est limite je les collectionne tous pour avoir juste comme si c'était des œuvres d'art, tu vois. Et c'est vrai que moi je suis très très attirée visuellement. Comme tu dis, un Uno c'est pas forcément, ou même un jeu de cartes, c'est pas ce qu'ils ont recherché en premier, mais ça reste quand même. Mais tu sais que ça reste un basique. Tu sais que ça reste un basique, c'est ça. Ouais. Et ce que je disais aussi, c'est que du coup il est facilement identifiable dans le sens où tu vas pas vers ce jeu-là pour son univers, mais quand tu joues, tu rentres tout de suite dedans, du coup tu n'as même pas besoin à y réfléchir et comme tu dis, à l'apprécier par rapport à d'autres. Mais je pense qu'aujourd'hui ça serait plus difficile de créer des jeux comme ça. Avec un univers plus léger, je veux dire. Ouais, moins sophistiqué. Moins sophistiqué, parce que maintenant on est vraiment à la recherche même de jeux vraiment visuellement beaux, plus complexes. Là par exemple, juste la dernière fois je suis rentrée dans un magasin de jeux, il y a un monsieur qui rentre derrière moi, puis est-ce que vous avez le Uno ? Il demande ça au vendeur, et le vendeur vraiment il est en mode personne ne lui demande un Uno, tu vois. Ouais. Oui, et ça on connaît, mais parce que ça nous étonne pas parce que c'est des jeux de base, mais ils ont été créés il y a un moment. Ça doit être très difficile actuellement de créer un jeu finalement basique comme ça, où il n'y a pas un visuel marquant, des cartes marquantes et juste des règles assez simples. Même ton packaging, il est, je veux dire, un jeu de cartes, c'est juste une boîte en carton. Souvent le derrière, il est un peu même vieillot, genre tu vois, pas forcément... Non, tu fais quoi comme marketing autour de ça ? C'est compliqué. Peut-être qu'on va revenir à ce genre de jeu plus tard, mais là on continue d'acheter ces jeux-là parce que c'est des basiques qui ont déjà été créés avant, qui ont marché, on a déjà joué à ça, on sait que c'est des bons jeux. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pareil. Une personne qui va peut-être créer même un très bon jeu de cartes actuellement, si ça correspond pas à la demande du moment, son jeu il va passer à la trappe. Et je pense actuellement c'est pas ce genre de jeu qu'on recherche. Je trouve que le marqueur qui te montre ça, c'est vraiment oh tiens on va jouer au jeu des chats, puis tu dis Exploding Kittens, tiens je vais jouer au jeu des nains, puis t'as le jeu Saboteur, je vais jouer au jeu portugais comment ça s'appelle, les carreaux Azul, tu vois. Enfin c'est très du coup ça te permet de juste le définir et tu vois que si t'arrives pas à définir le jeu en un ou deux mots sans dire le nom, l'identité elle est plus bancale aussi. Ça reste quand même des identités fortes ces jeux-là. Puis c'est même ça. Visuellement, je veux dire Exploding Kitten, les cartes elles sont quand même super sympas. Saboteur c'est pareil, enfin tu vois c'est pas juste un Uno avec des chiffres, même si par exemple sur ce genre de jeu simple, il y a quand même le 6 qui prend, qui est, je sais pas si vous connaissez avec les têtes de vache. Voilà, ça reste peut-être un jeu simple qui peut fonctionner,
Mais je pense qu'actuellement, il y a peut-être moins de gens qui vont vers ce genre de jeu-là quand même. Mais justement, regarde, pour le définir, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit les têtes de vache, on a tout de suite vu le jeu, tu vois. Et même si en soi, les têtes des vaches, je pense pas que ça ajoute grand-chose au jeu en soi, mais ça te permet de l'identifier aussi. Donc je pense que c'est un bon élément, tu vois, qui soit facilement identifiable. Ça. Puis le deuxième élément que j'ai noté, il n'y a pas forcément d'ordre, je pense, mais c'était des règles claires, intuitives et facilement applicables. 100%. Quand tu commences à lire la règle du jeu et qu'on a déjà marre avant d'avoir joué au jeu, là je pense que c'est un vrai problème. Je pense que quand tu sors, c'est le manuel et que tu fais 3 pages, tu fais wow. Là on a acheté encore un autre jeu récemment. Lui, c'était surtout parce que c'était un jeu de coop et très magnifique visuellement. Et là, on a sorti le manuel et j'ai fait il va nous falloir 1 semaine avant déjà de comprendre toutes les règles du jeu avant de pouvoir y jouer. Mais c'est ça. Et puis genre, toi, tu vas comprendre les règles, donc tu vas te dire j'y joue. Et quand tu vas avoir envie de rejouer avec une autre personne, ça veut dire qu'il faut tout ce processus de réexpliquer. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu décides de jouer avec une nouvelle personne, et t'en as pour 1 heure et c'est là que le jeu il est pas vraiment rejouable. C'est ça. Ça décourage un peu. Après, il y en a certains, là je pense à un autre jeu de coop. Souvent, les coops sont assez longs au niveau des manuels. C'était Subterra qu'on a acheté. Le manuel, c'est pareil, il y a quand même pas mal de choses à expliquer. Mais là, l'avantage, c'est qu'une fois que tu as compris le manuel, c'est juste qu'il y a écrit beaucoup de choses, plusieurs rôles, mais juste pour l'expliquer à une personne, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus court. Que l'autre qu'on a acheté, là, c'est vraiment très compliqué. Et des fois, il y a des règles et tout, tu dis là c'est lourd quand tu lis le manuel, puis en fait quand tu joues vraiment tu dis simple. En vrai c'est simple, c'est juste que sur les règles ils sont obligés aussi d'expliciter, et puis tu sais c'est un peu un phrasé très formel, veuillez défausser la carte après l'avoir posée, alors qu'en vrai tu comprends très facilement des fois qu'est-ce que ça veut dire aussi, donc c'est ça, le manuel épais mais règles simples, donc finalement tu te dis ok ça va. Et comme tu disais justement, la meilleure des choses aussi, c'est que ce soit hyper facilement applicable. Après, il y a aussi, je pense qu'un bon jeu, il faudrait que tout le monde ait les mêmes règles. Parce que, je sais pas, genre le Uno peut vraiment devenir un champ de bataille. Parce que personne n'a les mêmes règles, tu vois. Après, ça reste un jeu où tout le monde apprécie. Mais ça devient compliqué quand t'as une partie de la table qui te dit non, moi je joue comme ça. Tu dis non, moi je joue comme ça. Personne n'est d'accord sur comment le jouer. Est-ce que je peux rajouter un +4 à un +2 ? Enfin, ça devient que tout le monde ait les mêmes règles au moins. Mais des fois, c'est pas plus mal aussi, parce que ça montre que les gens, tu t'appropries vraiment le jeu aussi, tu vois. Après, le Uno, je crois que j'ai jamais lu un manuel de Uno, mais j'imagine qu'il y en a un dans la boîte. Sous la boîte. Ouais, c'est ça. Donc, personne ne le lit, c'est le problème. C'est que les gens vraiment font un déni sur ça aussi. Tu vois, ils ont vraiment créé un jeu avec des bonnes règles. C'est juste qu'à force d'y jouer, je pense que c'est juste les gens qui commencent à développer. Tiens, si je jouais un peu différemment, c'est ça, où je vais mettre un peu plus de difficulté, juste comme ça. Moi, c'est pareil, au bout d'un moment, quand je commence à bien connaître mon jeu, même si j'aime bien y jouer, on se dit, tiens, on va rajouter un peu de difficulté, qui sont pas dans les règles normales, mais juste, finalement... À force de trop de rejouabilité, t'as envie qu'il y ait encore plus une rejouabilité, mais que même toi, t'aurais pas pu... T'as un petit défi en plus, tu mets une petite alternative au jeu. Et en même temps, le jeu te permet de le faire. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il n'est pas arrêté non plus sur ses règles de base. Tu vois, ça te permet de te dire, ah tiens, je vais les compliquer un tout petit peu à ma sauce, mais tu peux le faire. Donc tu te dis, ah, encore plus de rejouabilité, tu vois. Puis pour le troisième élément que j'avais noté, une durée de jeu cohérente, mais avec son concept. C'est justement, comme tu disais, le Uno, si la partie durait... justement, des fois c'est le cas, mais si la partie elle dure 30 minutes, franchement, c'est vraiment un peu trop long pour ce que c'est, surtout que je parle pas du nombre de personnes, mais si t'en as déjà 2-3 qui sont éliminés, t'es obligé d'attendre comme ça. Et comme tu disais aussi, des fois s'il y a des jeux qui sont hyper compliqués, enfin pas compliqués, mais plus complexes à appréhender dans les règles, puis la partie elle se finit en 15 minutes, tu dis oh là, j'ai mis 1h15 à apprendre les règles, puis c'est déjà fini, c'est un peu frustrant aussi. Non, c'est exactement ça. Puis il faut que ça soit cohérent, mais je pense aussi que il faut vraiment une alternative, vraiment que ça soit cohérent entre les règles et la durée du jeu, mais pour aussi que ça soit accessible à tout le monde, parce que tout le monde c'est ça, parce que des fois, suivant les âges aussi, tout le monde peut avoir l'occasion de jouer un jeu, donc c'est trop long pour ce que c'est, on n'a peut-être pas tous la patience.
Que le jeu il soit multigénérationnel, si tu veux jouer en famille, que tu arrives à jouer avec toute ta famille. Et encore, on a des surprises. Hein. Vraiment, je vous jure, sur une partie de blanc manger coco, c'est ma grand-mère qui a gagné. On a été traumatisés. Et encore, là, justement, la durée de jeu, c'est toi qui la fixes en soi. Ouais. Je pense que dans la boîte, il doit te dire peut-être au bout d'un certain nombre de cartes que tu as gagné, c'est toi le vainqueur de la partie, mais c'est pas forcément le but du jeu non plus, comme en plus celui qui gagne chaque manche, c'est désigné en fonction des personnes, mais il n'y a pas des critères précis non plus. Ouais, si tu as envie de faire durer la partie et faire durer le plaisir, et tu vas durer 1h30, tu peux. Mais c'est sûr que quand on parle de cohérence de temps, c'est surtout quand dans ton jeu, finalement, tu as des éliminations. Parce que si ton jeu, il dure 2 heures, mais que tu as une personne qui est éliminée au bout de 5 minutes, tu peux pas, parce que la personne éliminée, elle va dire moi je rejoue plus à ce jeu, parce que j'en ai pas profité. Ou des jeux où tu as des éliminations comme ça, faut que je pense que les durées soient quand même courtes pour qu'on puisse rejouer facilement. Ouais, que tu réintègres la personne en jeu. C'est frustrant, quand t'es éliminé et que tu vois les autres jouer une demi-heure, c'est très frustrant. Ouais. Puis le Monopoly aussi, je trouve que c'est vraiment le meilleur exemple là-dessus parce que le jeu en soi, il est bon, même si tout le monde a plus ou moins vu et revu, mais c'est quand même très long pour ce que c'est quand même, tu vois. Donc le jeu est top, mais c'est quand même long pour ce que c'est aussi. Puis je trouve la fin du jeu est pas si excitante que ça, tu vois. Oui. Donc comme t'as déjà passé 1h30 à construire ton empire, c'est vraiment long également. Parfait. Puis le 4e point, j'en ai noté 5, encore 2. 4e point que j'ai noté, mais bon, ça va être rapide comme on l'a dit beaucoup, c'est une bonne rejouabilité, mais surtout à quel point la prochaine partie se renouvelle après avoir terminé la précédente. Sans ça, tu vois, le Uno, la rejouabilité, elle est top, mais la prochaine ne diffère pas de la précédente, à part les cartes qui ne seront pas les mêmes. Mais des fois, sur des jeux un peu plus importants, comme on en parlait, tu dis « Oh, c'est top, je me lance dans le jeu, il y a des règles, etc. » Puis tu fais une partie et tu as déjà le sentiment d'avoir en fait fait le tour du jeu, alors que peut-être la partie d'après, si le jeu est bien fait, tu vas dire « Oh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais en fait, il me reste ça à voir et moi, je veux performer encore plus. » Donc là, ça peut être déjà plus intéressant. Ouais, puis même, genre, l'exemple du loup-garou, genre même, tu sais que tu vas refaire des parties, mais tu n'auras jamais vraiment le même rôle, même si le principe du jeu, c'est le même. Genre avant que tu fasses le tour des rôles, tu peux quand même faire plusieurs parties. Ouais, et même si t'as le même, t'as peut-être envie de performer encore plus. Tu te dis, je suis loup-garou, bon, je me suis fait fumer dès le début, et j'ai envie de gagner la partie, ou juste d'aller encore plus loin. Tu seras pas le loup-garou avec la même personne, donc ce sera pas la même stratégie. Ça sera pas le même scénario, finalement, t'as la même trame, le même but, mais c'est jamais le même scénario, donc tu t'ennuies jamais finalement. C'est ça. Et encore, le loup-garou, là-dessus, c'est un bon exemple par rapport à son concept, comme on le disait. Mais c'est vrai que la rejouabilité, passer 2 parties, couplé avec le point d'avance, durée de jeu, c'est vrai que ça peut être un peu, ça peut faire beaucoup, tu vois, dur à embarquer beaucoup de personnes sur plus de parties quand même d'affilée. Plus loup-garou monte en partie. Après, le loup-garou, il y a aussi le truc où tu peux quand même attendre longtemps avant de rejouer. Si t'es éliminé en premier et que la partie elle peut durer bien 45 minutes, tu t'attends longtemps. Aussi, tu disais avec les cartes, si malheureusement t'as pas de chance, t'as des rôles qui sont pas incroyables non plus, c'est vrai que ça peut être tu tombes frustrant. 2 fois de suite sur un rôle un peu... c'est ça aussi, je pense, qui peut faire partie, je sais pas si c'était ton 5e point, mais c'est le fait que les personnes partent avec les mêmes chances de gagner. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, sur un loup-garou, t'as des rôles qui sont moins bien, mais tu peux t'en sortir. Le problème, c'est que si tu sais dès le début, quand t'es avec des amis, que tout le monde décide, tiens, je vais t'éliminer à chaque partie en premier, tu sais que non, tu vas pas passer un bon moment, tu vois. Mais encore, je trouve que dans ce jeu, c'est pas la pire position. C'est pas la pire position. T'échanges tes cartes, ça mélange ton jeu quand t'es neutre à toutes les parties et que tu restes au milieu et que t'as toujours tes mêmes cartes pendant 5 parties, là, c'est lassant. C'est ça, donc c'est juste le fait que ou que tu fasses toujours la même chose, justement, que ton rôle soit pas le meilleur, ou que tu partes avec moins de chances de gagner et que tu sais que de toute façon tu gagneras pas. Ça, en soi, là-dessus, ça me fait penser ce que tu dis aux jeux justement qui puisent en toi des ressources qui sont différentes chez chacun. Le Scrabble en soi, t'as pas les mêmes chances de gagner de base. Parce que oui, il y a le côté aléatoire avec les lettres, mais ça on va dire sur le même côté. Mais déjà juste le fait de la culture de chacun par rapport aux mots, comme si tu joues à un Trivial Pursuit aussi, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde techniquement a les mêmes chances de gagner, mais en vrai, suivant les thèmes, peut-être que toi tu seras plus forte sur la catégorie des sports, peut-être toi plus sur les livres, peut-être moi plus sur, je sais pas, la géographie, n'importe quoi, ce qui fait que tu peux prendre du plaisir, mais du coup, on n'a pas les mêmes chances de gagner non plus. Oui, c'est ça. Par exemple, juste là, c'était un exemple au travail. Ils ont décidé de faire un caout en thématique les Jeux Olympiques canadiens.
Bon, ben, je savais que j'allais pas gagner, tu vois, donc j'ai pas passé un excellent moment parce que je faisais que faire du au hasard, tu vois. J'avais pas les informations pour, donc là vraiment je me suis dit bon bah je pars vraiment avec zéro chance. D'ailleurs, Kaout, c'est une vraie question. Est-ce que vous le considériez comme un jeu de société ? Moi, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Est-ce que les jeux sur ton téléphone, tu considères ça comme un jeu de société ? Moi, je considère ça à partir du moment où tu pourrais le mettre sur un autre format. Je te rappelle quand on avait joué au jeu, comment ça s'appelle ? Undercover. Ouais, j'avais cet exemple de Undercover. Pour moi, c'est un Tu jeu peux de jouer société. tu peux jouer sans avoir le Un côté plateau, ouais. C'est ça. Pour moi, ça reste dans le jeu de société. Ouais. Puis en soi, si on suit à peu près les éléments que, tu vois, qu'est-ce qu'un beau jeu de société pour chacun, est-ce que justement, ça peut être un critère ? Moi, je l'ai pas noté, c'est vrai, le côté plateau papier, qualité des cartes, des choses comme ça, parce que ça dépend de chaque, mais est-ce que vous le compteriez vraiment, le côté, le critère, en gros, pour que ce soit un jeu de société, faut que ce soit physique, ou ça peut aussi marcher du coup en digital ? Moi, je préfère quand même le papier, enfin avoir touché les matériaux, etc. Mais c'est comme à l'époque quand la liseuse est sortie par rapport au livre où tout le monde disait « Ah, moi je préfère toucher le livre, etc. » Faut avouer qu'une liseuse, c'est quand même super pratique parce que finalement, j'en ai acheté une parce que partant en voyage, c'est bien plus pratique. Quand tu pars 3 mois, tu mets tes livres dedans, t'as pas à avoir tes livres qui font ça dans ton sac. C'est finalement pareil parce que c'est un jeu qui prend pas de place, que tu peux emmener partout, t'as juste ton téléphone et puis c'est bon. Finalement, jeu de société, c'est pas écrit jeu de société avec plateau. Ça, c'est pas quand t'as fait la définition, ils te disaient pas forcément que c'était un jeu avec un plateau. Ouais, même je pense que ça peut marcher comme le Undercover, même si que ça soit sans plateau ou pas digital. Je me rappelle quand on partait en colo, t'avais l'animateur, il disait les mots à chacun, il y en a un qui avait pas le même mot. Et autant que t'as le même principe digital. Et ça reste autant un jeu de société. Carrément. Ouais. Comme en soi, on disait tout à l'heure aussi, des escape games en soi, maintenant c'est sous le format jeu de société, mais ça a été créé avant. Pareil, jeu de rôle aussi, tu peux le faire juste de vive voix avec juste un dé, ou alors avec un plateau carrément énorme aussi. Ouais. Parfait. Puis le dernier point que j'avais noté, c'était que ça reste quand même divertissant et que ça puisse capter l'attention. Bien sûr. Il y a quand même des jeux des fois où c'est un peu, sans dire que le rythme est mou, mais tu peux moins rentrer dedans tout simplement, tu vois. Puis comme tu disais tout à l'heure, le côté ludique, au moins je pense qu'on est en plein dedans aussi. Oui, après t'as quand même des jeux de société où je pense que justement ça n'a pas besoin d'être dynamique tout le temps, mais où les moments de blanc sont importants. Typiquement le jeu d'échecs. Après les échecs c'est peut-être une exception. Où justement, comme ça reste de la tactique et de la stratégie, c'est pas dynamique tout le temps. Tu peux rester des moments sans jouer juste parce que tout le monde est en train de calculer le prochain coup de son adversaire, tu vois. Je pense que ça dépend quand même du jeu. Sur les jeux de stratégie, je pense que c'est plus... Tu peux te permettre que ce soit un peu moins dynamique parce que tu as besoin de réfléchir et de monter ta stratégie. Mais sur le reste, oui, il y a quand même besoin que ce soit ludique. Après, c'est aussi une question de goût. Hein. Ça se trouve, tout le monde va s'amuser. Par exemple, une partie de Unlock, Escape Game, tout ça. Si t'aimes pas ça, tout le monde peut trouver ça, genre réfléchir amusant, et toi, tu vas vite t'ennuyer. Ouais, c'est ça. C'est juste plutôt une question de goût. Et je pense qu'un bon jeu de société, il faut que ça plaise à un grand nombre de personnes, mais tu peux pas plaire non plus à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a autant de diversité de jeux. Enfin, il en faut pour tout le monde. Mais toi, par exemple, ton jeu de société préféré, tu le trouveras divertissant du coup. Oui, bien sûr. Parce que chacun trouvera ses jeux préférés, tout le monde les trouvera aussi divertissants. Ce sera pas le même que... Exactement. Mais tant mieux d'ailleurs. Bien sûr, C'est pour ça que je pense qu'il y en a autant et c'est autant diversifié maintenant. Et avec tous les jeux de société qui existent aujourd'hui, on peut facilement en trouver plusieurs aussi pour passer le temps lors d'un transport pendant un voyage. Lequel est votre go-to pour ça alors ? Le jeu de société, tu dis celui-là en voyage, il est top. Alors moi, c'est juste parce que j'y ai beaucoup joué justement quand j'étais dans les trains en Chine avec 2 de mes amis. Et on a joué au petit bac, alors parce que t'as besoin de rien sur un petit bac. Et c'était drôle parce que tu pouvais le faire dans les autres langues avec les personnes qu'on rencontrait aussi. Tu vois, tu peux un peu l'agrandir. Et c'est vrai que ça peut aussi avoir lieu quand même à un peu de dispute. Enfin, j'aime bien ce jeu parce que vraiment, on s'est toujours quelqu'un qui met un mot qui n'existe pas et ça va créer un débat. Toutes mes amies pensaient que le mot zoologue n'existait pas comme métier en Z. J'ai dû leur dire que le zoologue existait. Et donc, ça reste pour moi un bon jeu parce que t'as vraiment besoin de juste d'un papier, d'un crayon. Et puis c'est pareil, en vrai tu fais durer la partie autant de temps que tu veux. Si tu as 8 heures de trajet et tu veux faire tout l'alphabet, la partie elle peut durer 2 heures. Si c'est pour faire passer un moment, tu fais 3 lettres et c'est tout aussi simple. En plus, le petit bac, il est vraiment considéré comme un jeu de société pour moi, parce que si on regarde la définition, il est structuré par des règles. Elles sont pas, tu sais, t'as pas un manuel, mais
il y a quand même des règles et c'est ludique aussi, tu vois. Donc, c'est, comme tu disais tout à l'heure, en plus, le petit bac, je suis quasi sûr que, enfin, même pas sûr, je le sais, tu peux le jouer sur l'ordi. Il y a des versions en ligne aussi. Bien sûr, tu peux le jouer sur tous les. Et c'est pareil, t'as ce truc qui est rejoué à l'infini. Si tu veux, selon la personne à qui t'es, tu peux mettre des thèmes différents. C'est ça, tu mets les règles. Si une t'as personne envie de le faire sur un thème, tu peux rejouer à l'infini. Le Trivial Pursuit, si on n'a pas tous les mêmes références, bah, tu choisis les thèmes qui correspondent au moins à tout le monde, tu vois. Ouais, le petit bac, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Enfin, en tout cas, je me suis bien amusée en voyage avec. Et toi, non? Moi, en vrai, le classique pour moi, c'est le Uno. Même là, en ce moment, genre, moi, j'ai acheté ici, en venant ici, c'est une version petite. Genre, t'as des plus petites cartes. C'est pas des plus 4, c'est des plus 2. Si tu joues à moins, mais en vrai, c'est un jeu qui est petit, tu transportes partout. Même en vrai, un bon jeu de cartes. Même tu peux faire des jeux de cartes, tu peux y jouer tout seul en vrai si tu veux. T'as des. Des solitaires. Ouais, des solitaires. Ouais, c'est ça. C'est pas le truc auquel je joue tous les jours, mais non, en vrai, un Uno, ça s'emporte partout. C'est quand même assez universel. Même si quelqu'un connaît pas et c'est très rare, tu peux expliquer les règles rapidement. Exactement. Ouais, un Uno. Et toi? Bah, moi, j'avoue qu'en voyage, je joue pas forcément à un jeu de société, mais je pourrais dire quand même le Undercover. J'ai découvert il y a quelques années. J'aime trop parce que justement c'est facile, tu peux l'emporter. Comme tu disais, c'est la même chose que pour le petit bac. Je trouve les mêmes points positifs. Tu peux le mettre dans toutes les langues aussi. En soi, après, il faut être à l'aise, mais on va dire dans certaines langues, suivant chacun, ça peut quand même marcher. Donc, je trouve que c'est quand même cool aussi. Puis en soi, s'il faut, t'as même pas besoin non plus de l'avoir en appli sur le tel. Tu connais, tu peux juste l'avoir, t'écris des papiers, puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Après, je sais qu'il y a des grands jeux, des fois qui sont faits en version plus miniature. Citadel, je crois qu'il y a une version aussi juste pour 2 personnes. Ce genre de choses aussi. Saboteur, je crois que c'est une version réduite aussi. Ça peut être sympa, mais en tout cas, c'est marrant de voir qu'on est plus attiré par des plus petits jeux où justement, comme on disait, les règles, elles sont facilement applicables et t'as pas besoin de les regarder du coup à chaque fois. Like la vidéo sur YouTube pour nous soutenir et tu peux dès maintenant nous faire un très beau geste en nous mettant 5 étoiles, 5 sur toutes les plateformes de podcast. Quel est ton jeu de société de référence, celui que tu sors à chaque fois? Nous, on a donné le nôtre, à toi de nous donner le tien. Pour commencer, j'avais noté une liste non exhaustive des transports qu'on peut prendre. J'ai mis par exemple l'avion, le train, le bus public et privé, la voiture, le ferry, bateau croisière, taxi, vélo, van, tram, tuk-tuk. Est-ce que vous en avez déjà pris dans cela? Oui, mais ça c'est le premier point. Maintenant il y a une multitude de transports. C'est ça, mais quand même là, les principaux. Ouais. Genre il y a quand même beaucoup de possibilités. Puis après en plus, suivant chacun, ça dépend aussi de leur efficacité. Tu vas peut-être pas choisir les mêmes pour les mêmes besoins aussi. Oui, puis ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend où est-ce que tu veux aller, parce que tu arrives dans un pays, par exemple, l'avantage de l'Europe quand tu te déplaces, c'est que tu peux quasiment tout faire en train, ce qui est un gros avantage. Quand tu te déplaces, par exemple, quand je suis partie en Chine, déjà pour aller en Chine, t'es un peu presque obligé de prendre l'avion si tu veux pas mettre plusieurs mois. Après, pour te déplacer en Chine, le réseau ferroviaire, c'est super. Enfin, ça peut mettre très longtemps. Si tu veux aller du nord au sud, ça peut vraiment mettre très longtemps, mais tu peux le faire en train. Au Canada, c'est quand même compliqué de prendre le train. Ouais. Aux États-Unis aussi, c'est pas aussi développé. Ouais. Et vous, lequel vous avez le plus l'habitude de prioriser, soit par souci d'efficacité, de fiabilité, d'impact environnemental, de tarifs? Moi, je trouve que les plus beaux, c'est les voyages en train. En train, ouais. Enfin, vraiment, parce que déjà, effectivement, on est sur un transport qui, en plus, est quand même écologique, qui reste, alors, plus ou moins fiable selon les pays, mais je sais pas, t'as toujours une vitre en plus dans ton wagon et tu vois les paysages passer et je sais pas, je trouve juste le bruit, c'est apaisant, je sais pas, moi j'adore les voyages en train. Je trouve que j'ai passé mes meilleurs moments de voyage et peut-être les situations les plus cocasses aussi dans des trains, mais ouais. Moi j'ai pas tant pris le train que ça, je pense, dans ma vie. Genre pour se déplacer en France et tout, oui, mais... Après, genre les voyages que j'ai fait quand je suis partie en Erasmus ou même ici en échange, l'avion, moi je trouve que vraiment genre, c'est le plus du coup beau. Enfin, genre quand t'es à côté du hublot, je trouve que vraiment il y a ce côté de l'avion, genre vraiment c'est un truc, genre tu te déplaces à l'aéroport, c'est vraiment un mood je trouve de prendre l'avion. Après niveau écologie, voilà, c'est toujours la même chose, c'est pas super, mais on est ici au Canada, donc pour venir en Europe, ça reste quand même, on va dire, indispensable pour les longs
trajet. Après, ouais, le train, c'est sûr, mais un bon moyen alternatif, mais ici au Canada, je trouve que... C'est pas possible. Non. Ouais. Puis même, je sais qu'il y a ce magnifique train là qui traverse Toronto-Vancouver, je crois. Ouais. Qu'est-ce que c'est cher. Même là, pour aller faire un Montréal-Québec, c'est cher. Ouais. Enfin, tout est cher, c'est des distances assez courtes, mais le prix est genre C'est ça, donc inaccessible. les gens sont vraiment habitués, j'ai l'impression, en tout cas en Amérique du Nord, à prendre la voiture et à être prêts à faire des trajets extrêmement longs en voiture. Parce que le système ferroviaire n'est pas du tout... Mais même, j'ai l'impression, l'avion... Oui, certains l'avion, bien sûr. Genre, notamment dans genre, l'événementiel d'affaires, tout ça, ils font des Ottawa-Québec en avion. Oui. Bah, c'est sûr pose que... pas tellement de soucis, quoi. Ouais. Ils sont peut-être un peu moins... Ouais. moins axés sur l'écologie que les Européens, ouais. Moi, je pense qu'en voiture, c'est des trucs similaires, van aussi, mais je trouve que c'est quand même l'un des meilleurs moyens pour le coup de découvrir le pays aussi, parce que, en tout cas, c'est toi qui conduis, tu peux quand même, même si c'est un taxi en soi, tu peux lui dire de t'arrêter quasiment où tu veux aussi. Ça t'arrêter sur des points où c'est pas juste un tour en mode vas-y, tu fais monument, tu vois. Tu peux aussi t'arrêter à des endroits un peu intermédiaires, et encore, des fois, il y a des endroits, comme tu disais tout à l'heure avec la Chine, mais où il n'y a pas forcément un monument, mais des fois c'est juste un point de vue, une montagne, une plage, un pont où tu as envie de t'arrêter, puis du coup tu peux le faire comme ça aussi. Oui. Non, c'est sûr, là quand je suis allée en Afrique du Sud l'été dernier, la voiture ça reste le meilleur moyen. Tu loues ta voiture et tu fais juste... Tu dépends de personne pour faire ton trajet, tu peux t'arrêter où tu veux. Tant que c'est pas dangereux, ça dépend. Mais voilà, t'es quand même vraiment indépendant et c'est un sacré avantage. Et puis quand tu parles du train, de l'avion, t'as toujours une contrainte des horaires à respecter. Alors que quand même un poids de valise, de bagages, tout ça, alors que vraiment la voiture c'est genre le moyen où t'es le plus indépendant, tu dépends de personne, t'as pas d'horaire si tu veux. C'est ça, si tu veux t'arrêter, ça causera de tort à personne et puis... Mais c'est à tes propres responsabilités aussi, du coup, pour déjà conduire, se garer, s'il y a un problème aussi, suivant l'endroit où t'es, ça peut être plus ou moins compliqué. C'est vrai que c'est un avantage et moi je sais que c'est une de mes sources de stress en voyage quand je loue une voiture, parce que déjà c'est surtout moi qui conduis, mais c'est vraiment, j'ai garé ma voiture, après je vais par exemple dans l'hôtel où je me dis, je l'ai bien garée, est-ce que je vais pas me la faire voler, est-ce que personne va rentrer dedans, c'est vraiment un stress de qu'il arrive quelque chose à la voiture de location en plus, ou qu'il m'arrive quelque chose sur la route, alors que finalement dans le train tu te dis, je monte dans le train, je me fais porter, je m'arrête. Ouais, parce que si il t'arrive quelque chose en voiture de location, tout de suite le coup il peut tellement... Exactement. Mais le train, t'es moins mobile du coup, parce que t'es obligé d'aller à la gare, la ville. Peut-être que pour aller à la gare, tu dois prendre un bus, un tram ou autre aussi. Donc, la voiture, je pense, c'est adapté, mais suivant différentes situations, pas à tout non plus. Ouais. Comme tu dis, peut-être le train, c'est ton préféré parce que t'as peut-être plus de facilité à le prendre suivant un plus grand nombre de situations. Tu vois, au global, le train, ça marche à peu près toujours. Puis si tu sais que tu veux faire des villes européennes, tu sais que tu peux prendre le train. Mettons, si tu veux aller à Paris, tu sais que la voiture là n'est pas adaptée. En fait, ça dépend aussi quel type de voyage tu fais. Exactement, si tu parles, comme on disait tout à l'heure, l'Amérique du Nord, c'est sûr que l'Ouest américain, si tu veux le faire en train, c'est quand même ultra compliqué et tu vas pas pouvoir t'arrêter. Tu vas pouvoir t'arrêter dans une ville, mais dans tous les cas, pour aller voir le point de vue, le parc, t'auras besoin de voiture. C'est ça. Mais même là, rien qu'à l'échelle de Montréal, dès que tu sors un peu de Montréal et si t'as pas de voiture, c'est hyper compliqué. C'est vrai que juste là, en transport, finalement, moi j'avais juste pris ma carte de transport au début, puis tu te rends compte que même tu peux aller à l'extérieur de Montréal très rapidement, t'es dans la nature, mais il n'y a rien qui est desservi. Donc tu commences à louer une voiture pour aller plus loin. Tu vois, là, on vient d'acheter des vélos parce qu'on s'est dit, finalement, si on veut se balader plus loin, en faisant attention à notre impact, tu vas pas forcément prendre une voiture si c'est juste pour faire 30 minutes. Donc, t'es obligé d'acheter forcément un autre transport pour pouvoir te déplacer parce que le réseau des transports en commun n'est pas aussi développé que ce que nous, on a l'habitude en Europe. Puis les autres moyens, par exemple, le vélo ou le bateau, est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi pas mal en voyage ou pas du tout? Croisière ou ferry? Bateau de croisière, non. Ça, clairement, j'ai pas envie de me retrouver dans un espèce d'immeuble avec des gens, avec piscine. C'est vraiment pas ma façon de voyager. Après, si c'est des bateaux juste pour visiter sur un lac, faire juste des sorties comme ça, ou même si c'est juste, qu'on va dire, croisière, entre guillemets, tu descends le long d'une rivière, tu vois, mais sur des petits bateaux ou des choses comme ça, oui.
c'est pareil, j'ai fait, quand j'habitais en Martinique, j'ai fait Saint-Vincent et les Grenadines avec un catamaran. Ouais. C'était incroyable. Parce que le lieu se prête aussi ça, à ce que tu voyages. C'est pas une croisière avec. Non, c'était juste avec ma famille. Moi, vraiment, la croisière, je te rejoins. Même, je trouve que t'as un côté où, du coup, tu voyages, mais t'es pas indépendant parce que tu suis quand même un itinéraire. Et même si t'as l'opportunité de descendre pour visiter des villes, bah, c'est des visites express. Et souvent, tu peux avoir un guide qui est attitré. Tu vas faire ce qui est conseillé de faire, mais tu vas pas visiter par toi-même. C'est ça. C'est plus comme si les gens allaient finalement dans un hôtel qui se déplaçait sur l'eau, mais qui leur permettait de faire des stops. Mais vraiment, alors que moi j'adore le bateau, mais j'aime le bateau en sport ou en petite visite, mais vraiment pas en gros moyen de transport comme ça. Non, surtout pas. Et puis après, sur les ferries, moi je trouve que c'est un bon moyen si t'as pas, par exemple, le train ou tu peux éviter l'avion, par exemple, si t'as juste 1 heure d'avion à faire, c'est ridicule. Si tu peux prendre le ferry, c'est une autre solution. Après, je sais qu'il y a des endroits, ça peut être très compliqué, surtout pour les gens qui ont mal de mer, parce qu'en ferry, tu peux quand même ressentir beaucoup. Ouais. Et que, je comprends qu'il y a des gens que ça soit compliqué pour eux. Moi, vraiment, le ferry, ça me dérange pas, si c'est pas non plus pour des distances extrêmement longues. Moi, quand tu me parles de ferry comme ça, genre, je pense à la Corse, il y a ce truc de... Moi, j'habite genre loin, t'as ce truc de il faut descendre en voiture, mais je trouve que c'est quand même quand tu prends le bateau, t'as déjà un jour de voyage et quand t'arrives, t'as l'impression que ça fait longtemps que t'es parti, t'es dans le truc. Après, la traversée, c'est quand même assez long, mais au moins, t'as pris ta voiture et t'es indépendant, alors que si t'arrives à l'aéroport, il faut relouer une voiture. Après, je pense que c'est aussi un équilibre financier à faire, un calcul, mais... C'est un 2 en 1, du coup, là, pour le coup, dans cette situation-là. Ouais, ça te et permet... tu disais que c'est un calcul à faire. C'est quoi un peu du coup le critère que vous choisissez justement pour prendre un transport plus qu'un autre? Parce que les points principaux que j'ai notés, c'est quand même du coup l'efficacité, fiabilité, environnement et tarif. Et du coup, lesquels vous semblent plus importants que d'autres pour choisir un transport plus qu'un autre? Moi, je dirais les prix. Les tarifs, c'est quand même celui qui reste le numéro 1. Et après, je pense que je réfléchis si entre 2 moyens de transport, je regarde aussi le temps que ça va me mettre. Par exemple, si tu compares un billet d'avion qui va être le même qu'un billet de train au niveau du prix. Si c'est juste pour aller en France, vraiment, je préférais mettre plus longtemps en train que d'aller prendre un avion, je sais. Après, si c'est pour aller plus loin en Europe, par exemple, je vais calculer quand même combien ça va me prendre de temps pour le faire en Europe, parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas non plus énormément de vacances à poser, donc si tu as envie de visiter, t'es un peu limité par le temps. Si je peux, j'essaye quand même maintenant de faire super attention à quel moyen de transport je prends. J'ai énormément réduit mes voyages en avion, mais c'est sûr que le budget, ça reste, je pense, c'est sûr. Le critère numéro 1. Moi, j'aurais dit plus le côté efficacité, parce que comme la bonne durée du transport pour la bonne distance, tu vois. Si tu prends un avion, même si c'est pas cher, mais que c'est hyper long, parce que t'as plein d'escales pour un trajet qui est pas si énorme à faire, c'est vrai que ça m'embête plus que justement de prendre un train qui peut-être des fois peut être un peu plus cher, mais du coup il sera plus efficace pour le temps imparti. Tu vois, s'il est juste un peu plus cher, tu fais quand même la comparaison. Bon, ok, je vais me mettre un peu plus cher, mais finalement j'aurais gagné quand même un peu plus de temps. Mais si la différence est monumentale entre les deux, bon. Mais moi je trouve qu'il y a quand même Moi aussi quand je voyage en France, genre je trouve que c'est vraiment mieux de prendre le train et j'essaye, même si j'ai pas vraiment énormément pris le train, mais genre j'habite à l'ouest de la France et genre pour aller à Nice, je peux te dire une bêtise, mais je pense qu'en train c'est 13 heures. Et tu vois, j'ai pris un avion et en soi c'est genre 1 heure de vol, mais genre je pense que le billet était genre à 50 € aller-retour et genre en train ça aurait coûté le double et ça mettait 13 heures, donc j'avoue que là j'ai choisi cette option, mais en vrai pour traverser la France, pour prendre l'exemple de la France, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en France, souvent si tu viens d'un bord ou de l'autre, de l'est ou de l'ouest, c'est ultra dur de vivre de l'autre bord par la suite. Parce que du coup, tout est centre d'intérêt, comme on parlait tout à l'heure, mais tes amis, ta famille, eux seront de l'autre côté. Ce qui fait que, même si tu t'en fais des nouveaux amis par exemple, il y a toujours un moment donné, tu vas vouloir aller de l'autre côté ou d'un autre, ce qui fait que ce sera juste insupportable. Donc souvent, je sais pas si tu viens... Partie nord, d'est en ouest, ça se fait parce que les lignes sont très bien jusqu'à Paris dans les deux sens. C'est surtout sur la partie sud. Si tu veux faire sud-ouest. C'est obligé de partir de Lyon, après jusqu'à Montpellier, Toulouse. Et puis après, souvent, ils te font même remonter sur Paris parce que c'est ou plus rapide ou plus simple. C'est très long. C'est très long. Limite...
pas autant, je pense pas, faut pas abuser, mais limite des fois ça peut être aussi loin en train qu'en voiture. C'est sûr et certain. Mais après je pense que là aussi du coup c'est vraiment un coût budgétaire qui fait la balance, mais et puis genre après c'est pas la même fatigue non plus quand tu conduis 12 heures. Exactement. Pour un week-end c'est long quoi, mais descendre à Nice un week-end en train, tu passes 24 heures dans les transports quoi. Ouais. Parce que quand mes parents habitaient à Lyon et qu'ils voulaient faire venir mes grands-parents qui habitent dans le sud-ouest, le train c'était pas possible parce que mon grand-père est quand même âgé et c'est compliqué pour lui, mais on essayait de leur trouver un Blablacar parce que finalement c'était aussi une solution, tu vois, au niveau du budget, de pouvoir prendre la voiture. Blablacar c'est quand même vraiment pas mal et c'était la seule solution pour qu'ils puissent venir. Blablacar c'est cool. Ouais. Pour revenir à Blablacar, même quand t'es étudiant et tout, genre, moi je sais que pour aller dans ma ville étudiante, genre c'était à 1h30, 2h de chez moi et c'est un moyen que j'ai beaucoup utilisé, mais même c'est convivial. C'est ça, non, c'est vraiment et encore je trouve que ça a énormément augmenté. Ouais, vraiment en 5 ans ça a vraiment augmenté. Après c'est pas relatif aussi au prix de l'autoroute qui a augmenté, c'est ça. C'est ça, mais puis après t'as aussi le souci où quand souvent il y en a beaucoup qui s'alignent sur les prix des trains. Ce qui fait que si les billets de train augmentent, le prix de ton Blablacar va augmenter aussi. Il va rester en dessous. Tu sens que pour certains trajets, des fois, ça te coûtait rien et que là, le prix a triplé. Même pour certains trajets, de base, le but de Blablacar, genre, l'éthique, c'est vraiment de dépanner les autres, d'aider, de partager les frais. C'est pas de te faire de l'argent. C'est ça. Et puis, genre, vraiment, des fois, t'as des trajets où t'as un seul trajet proposé, une seule personne, et la personne, elle abuse tellement. C'est normal aussi parce que du coup, c'est la seule personne à proposer ce trajet, mais ils abusent aussi vraiment maintenant sur les prix de Blablacar. Après c'est cool, ça reste un truc convivial pour des petits trajets, ça dépanne, tu partages les frais. Exactement. Et la marche à pied, est-ce que vous le considérez comme un transport en voyage? C'est pas un transport, mais c'est quand même un moyen de te déplacer. Oui, aussi. Complètement. Ouais. Complètement. Moi, je sais que quand j'étais en Chine, en dehors des trains, qui étaient mon moyen de transport, une fois que j'arrivais en ville, je faisais que me déplacer à pied. Au lieu de prendre par exemple le bus, le tram, un taxi. Alors déjà, c'est très compliqué le bus en Chine. Ah ouais. C'est pas comme au Canada où ils font la queue. Alors, ils font la queue, mais à partir du moment où le bus arrive, il n'y a plus de queue, tu vois. C'est vraiment tout le monde se précipite. Donc non, les bus, j'ai évité les taxis quand j'allais beaucoup plus loin. Mais à partir du moment où c'était juste aller un point en ville, un autre point en ville, c'était que de la marche à pied. Et j'ai énormément marché en Chine, mais en plus tu découvres, donc c'est quand même un super moyen de découvrir et puis d'être vraiment dans le pays, comprendre le pays, voir les gens. Enfin, t'es plus à l'intérieur que juste être dans ta voiture, dans le taxi et te faire promener. Et puis dans le transport à pied, il y a ça aussi, vouloir découvrir une ville à pied, mais il y a ceux aussi qui choisissent de voyager exclusivement à pied. De relier deux destinations uniquement en marchant ou même la randonnée. En vrai, ça fait quand même partie du voyage et c'est un mode de transport en vrai à part entière. Genre si tu décides de faire un voyage à pied, du coup ça sera ton seul moyen de transport et pour le coup c'est gratuit. C'est ça. Mais c'est juste qu'il faut avoir le temps. Il faut avoir beaucoup plus de temps. Puis réduire aussi tes attentes, tu vois. Parce que par exemple, comme tu vas pas prendre de taxi, de voiture haute, te dire en temps de jour, je vais pouvoir faire que tant de distance. C'est ça, oui. De toute façon, ce que tu vas faire durant cette période de ton voyage va énormément dépendre de tes transports. De toute façon, je pense que tu fais un voyage, les transports rentrent en partie intégrante dans l'expérience du voyage. C'est indispensable en vrai pour partir en voyage de prendre n'importe quel transport. Donc, Et même dans le sens inverse, si ça se passe pas bien, ça va beaucoup impacter aussi ton voyage aussi. En même temps, je pense que, je sais pas, mais pour moi, toutes les plus grosses galères que j'ai eues en voyage étaient liées souvent au transport. Souvent, le transport, hébergement, c'est... Je sais pas, moi, en tout cas, j'ai le plus d'histoires à raconter sur ce qui m'est arrivé sur ces transports-là. Souvent, c'est tellement improbable. Puis avec le recul, tu te dis, c'était horrible sur le moment. Mais après, c'est devenu tellement des bons souvenirs en se les rappelant, tu vois. C'est ça qui crée l'anecdote de ton voyage. Exactement. Tant que c'est pas trop horrible non plus. Je veux dire, t'es pas traumatisé. C'est ça, je veux dire, tant que c'est que du retard, ça va, tant qu'il n'y a pas d'accident ou d'autres... Exactement, non, on est d'accord. Ça, c'est là, on est un autre système de galère, les accidents et autres. C'est-à-dire, non, là, c'est les problèmes en voyage. Les transports insolites aussi, c'est pas forcément utilisé de la même manière, mais ça peut marcher aussi. Tu vois, par exemple, j'ai noté montgolfière, hélicoptère, zodiac, yacht, trottinette, cheval, tandem, roller, skate, voilier, kayak, canoë. Après, il y en a plein d'autres, mais tu peux peut-être pas tous les utiliser pour des longues distances, mais en soi, ça peut marcher aussi, tu vois.
Notamment le cheval, c'est qu'il y a dans Ouais. pas mal de pays asiatiques Ouais. aussi, tu peux le faire en cheval, tu vois. Je trouve que ça crée vraiment genre une expérience à part entière dans le voyage. Genre si tu Ah décides oui. de faire un trip à cheval, bah genre ton voyage il tourne vraiment du coup là autour du moyen de transport. Exactement, c'est ça. Moi, j'aimerais aller en Mongolie et le principe, c'est de faire un trek à cheval en C'est ça. Mongolie. Tu vois, c'est Ouais. vraiment partie intégrante du voyage. C'est pas Même juste si- aller en ouais. Mongolie visiter, tu vois. Puis même si tu décides de faire un tour par exemple la Méditerranée ou quoi en voilier, bah vraiment c'est le C'est voyage exactement tourne autour ça. de ça. Ouais. Je Pas pense que faux, le mais yacht, bon. l'hélicoptère c'est une autre catégorie Ouais, de voyage c'est ça. après. Mais le tandem, en soi, je sais que beaucoup, Ouais. dans certains pays d'Europe, tu peux quand même pas mal le faire, tu vois. Bah ça, faut dire, c'est un vrai avantage en Europe, c'est qu'au niveau des transports, déjà parce que les pays sont pas grands comparés à certains autres pays dans le monde et que finalement en très peu d'heures tu peux être dans un pays déjà étranger et qu'en plus il y a énormément de pistes cyclables. Comme on disait, le train, tu peux y aller en voiture, tu peux y aller à pied, enfin c'est quand même un vrai avantage au niveau des Ouais, transports. puis t'as beaucoup de choses qui sont mises en place, genre Interrail Ouais. où tu peux vraiment parcourir l'Europe en train. Ouais. Même les pistes cyclables aussi, il y a quand même des gros réseaux Ouais. partout. Ouais, bah ça c'est un avantage à Montréal, les pistes cyclables. Mais tu peux pas sortir de la ville, c'est juste dans... Non, ouais, dans la ville, pour le coup, le réseau est quand même bien développé. Puis justement, t'en parlais un peu tout à l'heure de l'impact environnemental, mais est-ce que ça compte plus que ça pour vous, pour choisir un transport ou pas tant? Parce qu'après, en voyage aussi, comme on disait, il y a aussi l'aspect pratique aussi, donc même si c'est sûr qu'on peut avoir envie de limiter les trajets avec éviter forcément d'aller sur un gros paquebot ou de prendre l'avion pour le moins de trajets internes, mais est-ce que c'est important pour vous? Alors oui, même si je pense que je suis beaucoup plus sensibilisée même maintenant, même si j'ai été sensibilisée déjà petite parce qu'on voyageait quand même pas mal avec mes parents, mais ça a toujours été, même pour faire des longues distances finalement, on a quand même privilégié train et voiture, toujours ils nous emmenaient, c'était vraiment un road trip, Ouais. tu sais, c'était plus ce mood-là que juste prendre l'avion, alors que ça aurait pu leur simplifier la tâche. J'ai été toujours habituée à prendre ces transports-là. Après, quand j'étais étudiante et qu'il fallait que j'aille faire mes recherches en Chine, je t'avoue que là, c'est la question du budget qui est passée en premier. Déjà, j'allais en Chine, donc l'avion, c'était obligatoire. S'il fallait que j'y aille pour une conférence, pour faire des recherches, je pouvais prendre l'avion plusieurs fois dans l'année. Après, sur place, j'étais dépendante des transports qui étaient disponibles, mais souvent, pour faire en interne, je prenais le train. Mais là, parce que l'avion, finalement, les vols internes coûtaient quand même plus cher. Je me suis dit, on va un peu se calmer quand même sur l'avion. Et je fais quand même plus attention au transport que je prends. Ouais. Ouais, je pense que c'est un facteur important à prendre en compte, même si je pense que dès qu'il y a la notion, comme tu dis, mais la Chine ou le Canada, de changer de continent, je pense que l'avion qui est indispensable à un moment, mais ouais, je pense que pour tout ce qui est les déplacements internes ou les plus petites distances. Après, ça peut être un voyage aussi d'aller à un endroit carrément en bateau et ton voyage, c'est le transport C'est en ça. bateau. Sans dire c'est un Oui, paquebot, je veux dire. C'est ça, mais dans ce cas-là, il faut que tu aies le temps. Tu vois, Oui. moi, j'adorais pouvoir faire. Là, je suivais sur Instagram un couple qui a décidé de faire Paris-Pékin en train. Donc, je trouve leur voyage incroyable, tu vois. C'est vraiment magnifique, mais il faut que tu aies le temps de le faire, tu vois. C'est pas avec mes 2 semaines de vacances ici que je vais me dire, allez, je vais partir faire ça. Donc, voilà, faut aussi avoir le temps si tu veux faire ce genre de voyage. Puis aussi, souvent, ce qu'on pense pas, et ça dépend des gens à quel point ils le font au bout, mais c'est que le retour, tu le fais comment? Je suis d'accord avec toi, de ce qu'on ressort, en fait, c'est surtout l'idée qu'en gros, il y a toujours un truc un peu, pas à sacrifier, mais que tu peux pas gagner sur tous les bords. Tu peux pas avoir des bons tarifs, au mieux pour la planète. Être rapide. C'est ça, Ouais. être rapide. Ouais. Et dans un moyen de transport quand même efficace du coup pour ce que c'est aussi, tu vois. Donc le stop c'est cool, mais l'efficacité elle est très très basse quoi, parce que tu vas attendre des heures pour un trajet qui va te mettre peut-être moins de temps que ce que tu as attendu pour l'obtenir. Je pense que c'est ça du coup ce qu'on va surtout en tirer, c'est que pour chaque transport, regarder quel point tu as vraiment plus besoin par rapport à un autre. Ce que tu veux le plus, quels critères tu veux mettre Exactement. en avant pour choisir ton moyen de Ou transport. celui que tu veux le moins aussi. Oui. Là, est-ce que les transports c'est une angoisse pour vous? Non. Du coup, j'ai pas l'impression, mais... Ça dépend de la situation et dans le pays dans lequel tu le trouves. Je pense que
Quand je suis arrivée en Chine la première fois pour prendre les trains, ça a été une angoisse monstre parce que déjà t'arrives dans la gare et tout est écrit en chinois. Ouais. Donc ta direction, ton heure, enfin ton heure ça reste en chinois, mais c'est le pays qui veut ça, tu vois, en tant que tel. Après le transport lui-même, une fois que je suis dedans, c'est pas une si grosse angoisse que ça. Tu vois, j'ai pas peur de l'avion, j'ai pas peur d'aller en voiture, j'ai pas le mal de mer, donc je peux vraiment prendre tous les transports. Et après, comme j'ai dit, finalement, tous les voyages que j'ai fait en train en Chine, pour moi, ça reste que des bons souvenirs, même si des fois, c'était 20 heures de train d'affilée. Non, moi, pour avoir pris les moyens de transport uniquement en Europe et en Amérique du Nord, non, c'est pas vraiment une source de stress. Ouais. Non, que ce soit la voiture, le train, l'avion. Autant la préparation avant que quand t'es dedans, que Peut-être après. juste arriver en retard. Ouais, c'est... Ouais. Mettons ta... Toi, arriver en retard ou le transport? Alors, les deux, parce que moi, qui suis une personne jamais en retard, depuis que je suis avec Laurent, c'est une horreur. On a failli louper 2 fois l'avion. Là, vraiment, quand tu sais que t'es à 2 doigts de louper ton avion et tes vacances, t'as peur. Par exemple, ça nous est aussi arrivé que quand ton premier avion est en retard, tu puisses louper ta correspondance. Ouais. Après, je veux dire, si c'est juste d'un point A à un point B et que c'est indirect, je m'en fiche d'être en retard finalement. De toute façon, même s'il y a du retard, ça dépend pas de toi, donc c'est ça. T'as juste à prendre ton mal en patience et attendre. Puis en plus, dans l'angoisse au-delà du retard, tu peux avoir aussi un mal physique. Est-ce que tu supportes plus ou moins, on parlait tout à l'heure, le bateau, l'avion, des fois la voiture, le train, il y en a qui peuvent être malades aussi, le bus aussi pas mal. Moi j'ai une amie qui a été traumatisée par l'avion, elle le prend plus, tu vois. On va passer à la reco par personne. Qui d'entre vous veut commencer Vas-y si tu veux. Alors moi, là j'aimerais recommander cette fois, c'est un photographe. Donc, qui s'appelle Pierre Romaine. On est sur un photographe qui est d'origine malgache et qui fait exclusivement des photos de Madagascar. Okay. Et vraiment, pour le coup, donc, que ce soit ses photos en noir et blanc, que ce soit ses photos en couleur, il va vraiment partout dans le pays. Il va prendre en ville, en campagne, il va vraiment... Enfin, tu découvres Madagascar avec lui et sur tous ses aspects. Donc je sais que j'ai pu aller voir son atelier quand j'y suis allée à Madagascar, mais il fait aussi pas mal d'expositions en France, des fois en Amérique du Nord. Et donc voilà, pour moi c'est un des photographes les plus incroyables, en tout cas qui me touche énormément à travers ses photos. Et ces photos, tu les retrouves généralement dans... Toi, tu l'as connu à travers des expos, sur Insta, sur des sites? Je l'ai connu sur Insta, à l'époque où justement on s'apprêtait à faire notre voyage à Madagascar. Et je sais plus, je devais être... Justement, je cherchais comme ça des photos pour découvrir un peu Madagascar avant de partir. Et j'étais tombée sur ces photos qui m'avaient marquée, donc je l'avais suivi sur Instagram. C'est pour ça que quand on a eu l'occasion d'aller là-bas et que je savais qu'on était sur le trajet, je me suis dit, on va passer à son atelier. Il y avait mes parents en plus, donc on a vu son atelier, toutes ces photos, c'était incroyable. Et depuis, c'est pareil, je continue vraiment à le suivre parce que c'est toujours... pour moi, c'est vraiment... c'est juste incroyable ces photos. Voilà. Trop bien, j'en mettrai quelques-unes. Ouais, tu peux. Moi, ma recommandation du moment, je dirais que c'est Tiff. Je sais pas si vous connaissez, c'est un artiste. J'aime bien sa musique, il est un peu en train de monter, en vrai, on l'entend de plus en plus en France. Et c'est un artiste qui est quand même pas mal engagé, notamment pour la cause de la Palestine. Tout ça, il a organisé un concert. J'aime bien le suivre en ce moment, donc si jamais vous avez l'occasion d'aller le suivre ou d'écouter. Ouais, moi je connaissais pas du tout, il fait quoi un peu comme style de musique? En vrai, je pense qu'il est considéré comme rappeur, mais avec quand même, je crois qu'il est algérien, donc quand même, il y a beaucoup d'origine maghrébine dans ses musiques et tout, d'influence, donc en vrai je trouve ça cool. Il a fait des feats quand même avec pas mal d'artistes connus, il est un peu en train de monter, il est sur pas mal de festivals et tout cet été. Je vendrai tout le hanout, j'ai tangué mes problèmes dans du hamout. J'ai acheté au check-cart tout le mois d'août, donc je ferai tout pour me tailler. Et c'est quoi que t'aimes bien chez lui justement? C'est vraiment dans sa musique, ce que lui représente, les sonorités, tout? J'aime autant sa musique que le fait qu'il soit engagé sur pas mal de causes et tout, je trouve ça cool. En plus, il mélange quand même plusieurs langues, entre l'arabe, le français, l'anglais. Mais il a un feat avec Saint-Levant et un feat qui s'appelle Forgive Me, et il mélange... Saint-Levant, c'est incroyable aussi. Ouais, il mélange le français, l'arabe, l'anglais, c'est cool. Non, franchement, c'est cool. Souvent je disais ne m'attends pas, y'a des blèmes mais ça ne m'atteint pas.
Rebeu, faut que ton cœur je l'ai pris d'assaut. Que je sache, je ne t'ai jamais promis l'anneau. Moi, c'était une série que j'avais vue en début d'année. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Mythic Quest. C'est une série d'Apple TV+, qui est sortie la première saison en 2020, puis il y en a 3. Et c'est une très bonne sitcom qui prend place en fait à l'intérieur d'une entreprise de jeux vidéo. Et en fait, c'est quand même accessible à tout le monde, que l'on soit fan de jeux vidéo ou pas justement. C'est très accessible aussi puisque c'est des épisodes très courts, entre 23 et 35 minutes. Et pour l'instant, il n'y a que 3 saisons, mais il y en a une 4e qui devrait arriver justement d'ici la fin d'année ou début 2025. J'aime beaucoup parce que justement, elle prend quand même son temps dans le développement des personnages. On se surprend même au bout d'un moment à les adorer justement aussi parce que c'est des gens qui sont assez caractérisés par leur taf et leur centre d'intérêt dans la vie. Ils sont pas poussés à l'extrême en tout cas dans leurs caractéristiques qui fait qu'ils sont quand même assez réels. Et c'est très drôle, mais ça force pas sur l'humour non plus. C'est plus du comique de situation, même si la comparaison c'est un peu gros, mais un peu des fois un peu à la The Office, tu vois. Sur le côté vraiment humour également. Et ça réussit à être quand même assez actuel en étant bien inclusif, diversifié aussi avec le casting, puis même tous les personnages. Ça va un peu plus loin que juste une sitcom un peu générique. Il y a notamment un personnage, le personnage du scénariste de la boîte, carrément une grosse origin story développée. Ça se regarde extrêmement facilement et ça réussit quand même à être touchant avec la plupart des personnages. Tu sens vraiment une vraie évolution dans le récit entre le début du premier épisode et le dernier de la 3e saison qui est sortie. Donc même au-delà des personnages, tu revois pas les mêmes décors, pas les mêmes intrigues du début à la fin. Okay. Donc c'est quand même agréable de voir qu'en 3 saisons d'une dizaine d'épisodes de 30 minutes, ça avance quand même, tu vois, que c'est pas juste le même cadre avec les blagues un peu qui tournent en rond. Donc c'est ça, au moins c'est cool de sentir les choses qui stagnent pas. Puis c'est quand même accessible à tout le monde, même si t'es pas fan de jeux vidéo, ça appuie pas tant dessus, c'est plus un contexte également. Okay. Donc voilà. I can be difficult. Papa, you can't give up. We're like the Beatles. Un grand merci pour la confiance que m'ont donné Elisa et Candice pour cette 3e émission. On a hâte de lire tes retours encore une fois sur cette 3e, les 3 sujets qu'on vient d'évoquer, et puis on se voit très bientôt pour une 4e émission. Donc surtout n'oublie pas que, bon vas-y on s'en fout. Allez ciao.